Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur LCI ce soir. Nous allons dans un instant revenir dans le détroit d'Ormuz où se passent encore d'étranges choses. Il est à la fois ouvert, fermé, bref, on vous donnera tous les détails. Mais avant tout cela, nous commençons bien sûr, parce qu'il n'est pas possible de ne pas parler de cette canicule, nous commençons par cet épisode inédit en France pour essayer de l'analyser, de le comprendre, parce qu'il est encore là, cet épisode, pour quelques jours. Avec nous ce soir, Élise Nakarato, bonsoir. Vous êtes spécialiste responsable de climat chez Oxfam France. Philippe Drobinski, bonsoir. Vous êtes spécialiste de météorologie, de climatologie. Boris Veliachev, bonsoir. Vous êtes architecte, ingénieur, expert en risques majeurs. Anne Sénéquier, bonsoir. Vous êtes médecin, chercheuse santé, environnement et climat à l'IRIS. Et enfin Mathieu Slama. Mathieu Slama, bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique. Je le disais à l'instant, situation inédite en France. 35 départements, 35 seront placés demain en vigilance rouge canicule. Cela englobe tout de même à peu près 26 millions de Français, dont à peu près toute l'île de France. Dans ces départements, demain, la consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique par arrêté préfectoral. Pour la fête de la musique qui a lieu demain, effectivement, chaque organisateur s'adaptera en fonction. Nous allons rejoindre immédiatement Brandon Wared qui se trouve avec Clément Mouffetard dans les rues de Paris, qui les a sillonnés toute la journée. Ça doit être bien fatigant pour vous, Brandon, peut-être, vous allez nous le dire. Est-ce un petit peu plus frais maintenant? Je n'en suis même pas sûre. Mais vous êtes, je crois, au parc des Buttes-Chaumont, le plus grand parc de Paris. Effectivement, bonsoir Anne, 23 hectares de végétation imaginée. Et regardez sur ces images de Clément Mouffetard, il y a beaucoup de monde rassemblé, des centaines de personnes. Alors pour vous dire quand même, vous donner un aperçu, cette configuration, nous sommes sur la partie la plus haute et lors de notre déambulation, notre arrivée il y a quelques minutes, on voyait des personnes un peu partout. On a même eu du mal à se frayer un chemin parce que certains dînaient, d'autres avaient déjà mis leur tente parce qu'ils ont décidé de dormir justement ce soir. Je vais vous rejoindre mesdames, Ségolène et Anne, je vous dérange quelques instants, vous êtes en direct sur LCI pendant votre repas, bon appétit. Dites-moi, là la température est encore importante ce soir, mais un peu de fraîcheur, ce petit vent. Non, effectivement, c'est bien plus agréable que cet après-midi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici, un peu pour avoir de la fraîcheur, exactement. C'est très agréable. C'est très agréable, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, ouais. Oui, et comme ça on peut faire des petites rencontres, on est entre copines, donc c'est très sympa. Et vous avez réussi à trouver une petite place ce soir. Exactement. Et justement, on va regarder parce que c'est 28 degrés. 28 degrés à 22h, ma chère Anne. Et ça va évidemment diminuer dans les prochaines minutes. Je vous dérange aussi, là, quand vous voyez ce monde, quand vous voyez cette possibilité d'être là toute la nuit. Une question, je vous vois avec vos affaires. Est-ce que vous allez dormir ici ce soir ? Écoutez, on ne sait pas, on verra, tout est possible. C'est vrai qu'il fait très frais par rapport aux appartements. Vous savez que tous les appartements parisiens ne sont pas construits, c'est un peu des bouillards thermiques, hein, que ce soit du neuf ou de l'ancien. Donc c'est vrai que 28 degrés, avec un petit peu de vent, avec une belle vue, pourquoi pas. Oui, la vue, ça n'a pas de prix. Hein. Exactement. Oui. Et là, vous comptez rester combien de temps? Parce que c'est vrai que le maire de Paris a autorisé, avec cette canicule, l'ouverture des parcs et jardins pendant cette période difficile. On ne sait pas, mais en tous les cas, on est bien. Voilà, les jours sont très longs, donc on profite de cette fraîcheur, de ce vent et aussi de ce moment entre amis. Voilà, j'ai un peu de fraîcheur à vous offrir. Tenez, un peu de brume. Voilà, pour vous. Il n'y a pas de... C'est très agréable. Hein. Bon, je vous laisse profiter en tout cas. Merci. Merci mesdames. Bonne soirée à vous. Bon courage. Au total, 660 jardins qui sont autorisés à être ouverts durant 24 heures, ma chère Anne. Ce sera comme ça durant toute cette période de canicule. Oui, mais enfin, à vous regarder, à vous écouter, Brandon, on a l'impression que franchement, ça vous donne la pêche. Hein. Vous êtes formidable. Vous donnez du brumisateur aux personnes que vous rencontrez et vous en mettez même pas sur vous. Est-ce que ça va, Brandon? Vous avez passé une bonne journée. Vous avez un peu moins chaud ce soir. Est-ce que vous allez dormir dans le parc? En fait, on est plutôt en bonne compagnie. On aimerait rester encore de longues heures parce que tous nous disent, la plupart, ils vont vouloir rester au maximum parce que oui, hein, c'est 24 heures sur 24 au total. On est plutôt bien avec Clément Mouffetard. On marche tout doucement et c'est vrai qu'on fait de belles rencontres. Le brumisateur, c'est important. Beaucoup boire, s'hydrater au maximum. Faire des pauses aussi et puis échanger avec ces Parisiens, ces touristes parce qu'on voyait tout à l'heure des personnes venues spécialement d'Angleterre pour la fête de la musique. Nous disaient avoir la chance aussi de pouvoir plonger, faire un saut dans
l'eau au niveau du canal Saint-Martin. Et en même temps, la seconde partie, la cerise sur le gâteau, c'est de profiter de cette vue absolument sublime et de voir aussi, c'est vrai que ça se ressent depuis quelques minutes, cette température qui diminue, mais quand même, beaucoup nous disent aussi être inquiets parce que, imaginez, c'est 38 degrés dans les prochains jours et ce sera comme ça durant plusieurs jours. Merci infiniment Brandon, merci nous avoir fait partager ce moment. Bonne soirée à vous, bon repos. Alors Philippe Drobinski, effectivement cet épisode caniculaire, ça n'est que le début. Est-ce qu'il va faire, il va faire plus chaud demain. Ça a l'air d'être une évidence, on voit cette carte, puisqu'il y a davantage de départements qui sont placés en vigilance. Aujourd'hui, nous étions en vigilance orange, et demain, ça sera rouge, donc on augmente la vigilance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? La vigilance, en fait, elle repose sur des données plutôt sanitaires, sont des définitions sanitaires, c'est-à-dire quels sont les impacts que l'on peut avoir et donc un certain nombre d'actions qui sont à entreprendre. Donc d'ailleurs, il y a une variabilité sur les passages en vigilance en fonction des départements, en fonction des Mais quelles actions, par exemple, concrètement ? Par exemple, interdire un certain nombre d'événements. Alors par exemple, à Paris, on a interdit énormément d'événements. Il y a une annulation de 11 événements sportifs en extérieur qui étaient prévus à Paris ce week-end. Ça paraît tout à fait normal. Parce que c'est risqué. Je pense qu'on va voir autour de la table. On va le voir avec Anne Sénéquier. Effectivement, les risques sanitaires qui s'imposent, mais c'est le cas aussi, par exemple, pour la fête de la musique. Un certain nombre de villes ont annulé partiellement ou complètement les événements. Donc ça fait typiquement partie, effectivement, des actions que peuvent être prises. Alors, Anne Sénéquier, quels sont effectivement les risques pour la santé ? Est-ce que le cumul alcool et chaleur et proximité de l'eau, ça fait 3 risques différents finalement ? Alors, c'est une accumulation de risques, en fait, c'est la problématique, et on n'oublie pas que nous sommes homéothermes, c'est-à-dire qu'on doit maintenir notre température à 37 degrés, et pour ça, en fait, le corps dépense pas mal d'énergie. Donc, quand il fait très chaud, comme ça, il y a plusieurs mécanismes, la transpiration et l'accélération du rythme cardiaque. Donc, quand tout ça fonctionne bien, tout va bien, on peut éventuellement être un petit peu fatigué, mais... Oui, je dois dire qu'on se sent tous quand même un peu anormalement fatigués. C'est sûr. Exactement, sauf que quand ça déborde ou quand c'est trop chaud, en fait, on n'a pas la capacité, et ça peut aller très très vite finalement, ce coup de chaleur, d'autant plus quand on boit de l'alcool, justement, parce que l'alcool est diurétique, c'est-à-dire que on va aller plus souvent aux toilettes et que l'apport d'eau n'est pas suffisant, parce que quand on transpire, on va transpirer des électrolytes aussi, donc on va avoir un déséquilibre électrolytique, et in fine, c'est pour ça que on a effectivement interdit plusieurs événements sportifs, et on l'a vu, mais déjà dès 2019 aux mondiaux d'athlétisme à Doha, ils avaient fait courir le marathon en pleine nuit, à minuit, et pour autant la moitié des participants avaient abandonné pour raison médicale, parce qu'en fait le corps n'est pas fait pour ça, on n'a pas la capacité, et en fait en température sèche on va aller jusqu'à 30, c'est déjà difficile, et donc il vaut mieux être dehors sous cette chaleur ou être dedans en essayant d'avoir le moins d'activité possible. Alors si dedans est adapté en isolement pour la chaleur. Alors on parle pas de climatisation, on va y venir. Non. Alors j'ai pas dit climatisation. Oui, mais on va y venir. Parce que c'est important. À l'isolement pour la chaleur. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement d'éviter l'activité physique, le sport sur les heures les plus chaudes, c'est un bon sens, et de s'hydrater régulièrement, sans alcool, avec de l'eau le plus possible. Effectivement, donc Élise Nicarato, il y a une réunion ce matin du centre interministériel de crise du ministère de l'Intérieur. Matignon a reconnu que cet épisode pouvait mettre durablement en tension, ce sont les mots de ce communiqué, nos services de santé et en première ligne les hôpitaux. Est-ce que nous sommes prêts en France à affronter cette nouvelle canicule ? Je rappelle que la canicule peut faire mourir, que on se souvient tous bien sûr des 15 000 décédés en 2003, en août 2003, mais il y a eu aussi à l'été 2022 en Europe, sur toute l'Europe, plus de 60 000 décès. Nous ne sommes pas prêts.
Ça, c'est certain. Nous, chez Oxfam, on avait publié un rapport en 2024 qui parlait de l'adaptation en disant que nous n'étions pas prêts. Force est de constater que peu de choses ont changé depuis, et c'est pour ça que il y a quelques jours, nous avons publié un nouveau rapport sur les effets sur la santé de ces vagues de chaleur. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que on a 5398 décès à cause des vagues de chaleur chaque année. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que ça augmente certaines maladies, pas que chez les personnes âgées ou chez les enfants, les maladies rénales, les maladies respiratoires, les maladies cardiaques, et surtout que cette impréparation, elle fait exploser les inégalités sociales. Si vous habitez dans un des 10 départements les plus pauvres, vous avez 31% de plus de chances de mourir à cause de ces vagues de chaleur. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de se préparer. Cette vague de chaleur, elle est alarmante, mais elle n'est pas inattendue. C'est conforme aux projections des scientifiques du climat depuis la fin du XXe siècle. Donc pour vous, on aurait dû s'y préparer. Il y a un proverbe qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc on n'est pas prêt, mais il est encore temps de se préparer. Bon, Boris Veliachev, vous êtes architecte, justement, vous êtes spécialiste du risque, des risques majeurs. Donc la France est en retard pour faire face à cette vague de chaleur ? Oui, au niveau de la vague de chaleur, et pas que les vagues de chaleur, en général, dans tout ce qui est la prévention des risques. Bon, mais c'est un peu facile d'être toujours en train de critiquer la France, on est toujours en retard. Mais on a une réponse, on a une politique, quand même une politique basée sur une réponse tardive. On attend que les crises arrivent pour essayer de les gérer. Ça, c'est caractéristique de l'être humain, hein, voyez-vous. Oui, enfin, donc il y a des pays qui ont un peu plus anticipé les choses. Et c'est toujours un petit peu le problème. Alors, dans les pays nordiques, même en Allemagne, au niveau de la gestion des canicules aussi. En Allemagne, ils ont des plans avec ils ont certains plans qui permettent de décaler les horaires au niveau du travail. Et nous, on n'a pas ça. Non, on est en train de faire des suggestions les unes après les autres. Il y en a qui parlent de climatisation, d'autres de décalage, de congés climatiques, etc. Mais c'est qu'on n'a pas de plan réel depuis longtemps qui aurait dû être mis en place. Il y a d'autres pays qui le font. Il y a des pays aussi qui gèrent très bien tout ce qui est prévention des risques, comme le Japon. Moi, je le signe souvent parce que je travaille beaucoup avec eux, puis j'ai vécu là-bas. Et puis il y a des pays nordiques aussi, les pays nordiques qui, eux... Est-ce qu'ils sont confrontés au même problème de canicule que nous? Alors, mais il y a la canicule, puis il y a d'autres problèmes aussi. On a les inondations, il y a quantité de risques différents, et c'est un petit peu le même problème. C'est toujours le problème de la prévention des risques. Et la canicule fait partie des risques auxquels on va avoir de plus en plus à faire à l'avenir. Donc, il est important d'arrêter un petit peu cette politique un peu court-termiste et cette politique aussi on attend que la crise arrive pour réagir, parce que les sociétés les plus résilientes ne sont pas celles qui attendent la catastrophe pour agir, sont celles qui acceptent en fait d'adapter leur organisation de façon à ce que l'urgence ne les contraigne pas en fait. Philippe Drobinski et puis Mathieu Slama. Oui, alors je voulais juste rajouter qu'en matière d'anticipation, en ce moment, les pays nordiques regardent de très très près ce qui se passe en Europe du Sud en matière de sécheresse et de feux de forêt, de risque de feux de forêt. Ils ont beaucoup de forêts dans les pays nordiques et ils se préparent à ce que effectivement ils puissent être exposés dans le futur à des sécheresses qui alors ils se préparent comment? Déjà en faisant tout simplement un retour d'expérience de ce qui se fait dans les pays du Sud. Ils sont pas encore confrontés à ça, mais en tout cas il y a toute une activité de recensement des actions possibles, etc. Mathieu Slama. Oui, je crois que il y a quand même un mea culpa général à faire dans cette histoire, parce que ça fait 30 ans que les scientifiques nous disent que ça va arriver, que plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 degrés, que la Terre sur certains endroits va devenir inhabitable, qu'on va devoir tous s'adapter. Ça fait 30 ans que les scientifiques nous disent ça, et au final, on se retrouve aujourd'hui avec des plans d'urgence, avec des réunions de crise, et en fait, on a l'impression qu'on n'a rien préparé, ou presque. Et ça doit Est-ce que du point de vue du mea culpa, ça commence? Ça commence, je sais pas, parce que c'était exactement la même chose l'année dernière, c'était pareil il y a 2 ans, etc. Alors qu'on voit qu'en fait les canicules sont de plus en plus fortes. On voit bien que tout ça est lié au réchauffement climatique, et c'est pas seulement lié à des choses conjoncturelles. C'est lié aussi à notre mode de vie, à un certain capitalisme aussi qui a été complètement destructeur pour la biodiversité et pour la planète. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec des politiques qui nous disent qu'ils vont faire des plans d'urgence, etc. Mais c'est presque trop tard en quelque sorte. Donc je pense qu'il y a un mea culpa à faire, et puis après c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la canicule et par rapport au réchauffement climatique. D'abord, je finis sur ce point parce que je trouve que c'est important. J'ai un chiffre moi et je crois que Oxfam l'a repris également, mais 50% des émissions de CO2 sont dues à 10% des plus riches.
En fait, c'est pas le réchauffement climatique, c'est aussi lié à une organisation sociale, une organisation économique. C'est lié en fait à quelque chose de beaucoup dans lequel nous vivons. Mais je veux dire, c'est quand on entend parler, on va peut-être en parler, mais on entend parler beaucoup de clim en ce moment, de trucs comme ça. Mais on va en parler tout de suite. Voilà, mais avant ça, il y a des choses plus profondes en fait qui sont en jeu, et je pense que c'est tout ça qu'il faut maintenant mettre sur la table, au-delà du mea culpa aussi, qui est peut-être alors le mea important, culpa qui peut-être débute. En tout cas, les politiques, bien évidemment, parlent, s'expriment. Enfin, pas tous. On s'est rendu compte aussi que tout le monde n'avait pas tout à fait envie de s'exprimer sur ce sujet. Mais il est un débat qui monte, qui commence, c'est celui sur la climatisation. Et sur la climatisation, écoutez deux avis à l'opposé l'un de l'autre. D'un côté, Marine Le Pen, qui est pour, et Jean-Luc Mélenchon, complètement contre. L'absurdité, c'est de faire mourir les gens de chaleur, d'accord ? Si je suis élue présidente de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation, en commençant par les espaces où il y a les gens les plus vulnérables, les hôpitaux, les EHPAD, les écoles. C'est le truc qu'il ne faut pas faire. Il ne faut surtout pas faire ça. Climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts. Bien sûr. Bon, ça m'étonne pas, elle y connaît rien. Alors ça, c'est vous. Elle y connaît rien, pardon, je retire. Moi, je mets pas mon gosse ou ma petite fille ou mon arrière-petite-fille là où c'est de la clim du matin au soir. Élise Nakarato, on voit bien, là, Jean-Luc Mélenchon, c'était hier, répond directement à ce que dit Marine Le Pen. Ça, pour moi, c'est pas un débat. C'est une marionnette pour détourner l'attention des vrais sujets. Puisque là, on nous propose une baguette magique pour régler tous les problèmes d'adaptation. La climatisation, pour vous, c'est une baguette magique, une fausse bonne idée. Exactement. Globalement, la climatisation, c'est un outil dont on aura besoin parmi la palette d'outils qui permettront de nous adapter au changement climatique, notamment pour les personnes âgées, je pense aux EHPAD, aux hôpitaux, aux crèches. Mais ce dont on a besoin, ce n'est pas de climatisation, c'est de rafraîchissement. Et là, quand on parle de rafraîchissement, c'est ça le vrai sujet. Comment est-ce qu'on végétalise nos villes ? Comment est-ce qu'on remet de l'ombre ? Comment est-ce qu'on débétonise nos villes pour faire en sorte qu'on n'ait pas des îlots de chaleur urbains qui font que les personnes qui habitent dans des quartiers populaires souffrent de la chaleur au quotidien. Donc c'est ça qui est important de voir. En fait, il n'y a pas une solution magique. Il y a du courage politique à prendre pour avoir des solutions complexes, mais sur le long terme. Alors on va parler d'urbanisme et de végétalisation, mais restons quand même un instant sur la climatisation parce que ça touche, c'est une question que se posent énormément de Français. Anne Sénéquier, est-ce que la climatisation c'est mauvais pour la santé ? Est-ce on attrape un rhume quand on est dans un endroit climatisé, quand on passe d'un endroit chaud de dehors et de chez soi qui est très froid, dans les avions, qu'on reste longtemps dans les avions ? Quel est l'avis de le médecin que vous êtes là-dessus ? Que dit la science ? La science dirait la clim, c'est pas en dessous de 25 degrés quand elle est nécessaire dans les situations où elle est indispensable justement. Et bien souvent le réflexe c'est de la descendre très bas, parfois jusqu'à 18. Ah, vous voulez dire qu'il faut une clim qui soit pas en dessous de 25 ? Mais quand vous êtes chez vous ou dans un espace, il faut pas régler la clim en dessous de 25 degrés parce que le delta avec la température extérieure est trop forte. Et en plus de toute façon toute la chaleur qu'on prend à l'intérieur, on va la relarguer à l'extérieur. Donc c'est là effectivement cette problématique qui peut y avoir au sein des sociétés. Et encore une fois, cette climatisation, et je suis bien d'accord avec vous, parce que on est véritablement dans la responsabilisation individuelle, c'est-à-dire vous avez chaud, achetez une clim. Mais en fait, on peut pas demander aux gens, et dans les politiques sanitaires, souvent on est là-dedans, mangez bio, mangez mieux, bougez, faites du sport. Là, on va dire, buvez, dormez dans les parcs, achetez-vous une clim. Mais en fait, on peut pas demander aux gens de gérer des étés de plus en plus chauds de cette façon-là. Et on a véritablement besoin d'un investissement sur les infrastructures et on peut rafraîchir un bâtiment sans avoir besoin de mettre une clim. Donc pour vous, ce sont des rustines. Alors en fait, ça sert à dire quelque chose et dire à éviter de faire autre chose. Je mets un budget clim, c'est bon, j'ai résolu le problème. Mais en fait, il va falloir aussi remonter en amont et essayer d'être sur l'atténuation parce que là, on parle beaucoup d'adaptation, mais on a besoin aussi d'atténuation. Oui, vous voulez dire quelque chose, Boris ? Philippe Drobinski. Ce sera Philippe Drobinski pour ce soir. Oui, non, d'abord il faut... Vous m'excusez de ne pas vous connaître personnellement très bien tous les 5. Voilà, je pense que c'est la première fois que vous êtes réunis sur ce plateau et que je vous reçois. Voilà, donc je peux me permettre de me tromper un instant. Pas de souci. Non, mais d'abord, oui. Alors.
tout ce qui a été dit avant, bien sûr, j'adhère complètement, mais en plus, il faut savoir que les clims, ça a un coût. Oui. Donc, il y a derrière aussi des enjeux d'inégalité sociale derrière. Ce sont toujours ceux qui auront les moyens de pouvoir se la payer, qui vont se la payer. Ensuite, il y a vraiment une hiérarchie. Alors, il y a des distributions de climatisation qui sont prévues, j'ai l'impression, dans le pays, notamment dans les écoles. C'est quelque chose qui est prévu maintenant. Non, mais on a parlé d'ailleurs de populations vulnérables. Je pense que les petits qui sont dans les écoles sont des populations vulnérables. Donc il ne s'agit pas, ça a été dit, il ne s'agit pas de jeter la clim avec l'eau du bain. La clim est un des outils, mais il y en a beaucoup d'autres, comme ça a été dit, les protections solaires, la végétalisation, etc. Et je reviens sur ces questions d'atténuation, parce que c'est un coût énergétique, en fait. C'est de la consommation énergétique, et le meilleur kilowattheure de clim reste celui qu'on n'a pas besoin de consommer, en fait. Il y a un moment où on ne pourra pas juste augmenter nos besoins énergétiques indéfiniment. Oui, vous vouliez, sur Mathieu Slama, sur justement quand même cette dichotomie entre ce que dit Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, politiquement, est-ce que c'est étonnant qu'ils ne soient pas d'accord sur la clim ? C'est pas étonnant, je suis assez d'accord qu'il y a quelque chose de presque un peu stérile dans ce débat, et je pense que c'est d'abord les scientifiques qu'il faut écouter, et notamment aussi les gens qui savent, et les gens qui sont experts de ce sujet-là. Maintenant, moi, ce qui m'amuse un peu quand même, c'est que Marine Le Pen et le Rassemblement national veulent se faire visiblement les nouveaux champions de la réponse au réchauffement climatique. Je rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de députés du Rassemblement national qui ont tenu par le passé des propos climato-sceptiques et qui n'est pas un parti particulièrement vertueux, c'est vraiment qu'on puisse dire en la matière. Donc là-dessus, je ne ferai pas confiance en la parole de Marine Le Pen sur ce sujet-là. Mais surtout sur la clim, en effet, j'ai l'impression que politiquement, aujourd'hui, c'est un peu la... Mais faites-vous confiance à Jean-Luc Mélenchon sur ces propos-là? Non plus. Bon, je vous rassure. Je vous rassure non plus. Ni à l'autre. Je vous rassure non plus. Moi, je fais confiance aux scientifiques qu'on n'a pas suffisamment écouté dans ce pays. Mais je crois que la clim, en effet, c'est un peu la solution magique qu'on essaie d'utiliser pour éviter les problèmes de fond. Et c'est vrai que la clim, je pense, pour les EHPAD, pour les petits dans les écoles, etc., c'est évidemment nécessaire. Mais il y a aussi des scientifiques qui nous disent que dans la rue, d'un point de vue individuel, etc., il faut faire attention parce que ça rejette aussi de la chaleur dans les villes. Donc il y a aussi cette question qu'il ne faut pas que la solution aggrave le problème de l'autre côté. Donc il faut regarder la chose de manière pragmatique, mais surtout poser les vraies questions, c'est-à-dire l'aménagement des horaires pour les écoles, l'investissement dans l'hôpital public, c'est aussi la rénovation thermique. En rénovation thermique, je crois qu'on est en retard, mais par rapport aux objectifs qui étaient fixés par le gouvernement. Nous avons un exemple d'un hôpital à Nantes, un méga hôpital, le nouveau CHU de Nantes, qui est attendu pour 2028, qui est donc en pleine construction, ne sera climatisé qu'à moitié. Justement, Boris Veliachev, j'aimerais que vous nous donniez votre avis là-dessus. Expliquez-nous comment des façades bioclimatiques, parce que c'est ce dont ce CHU sera équipé, pourront remplacer efficacement justement la climatisation. Alors, je précise que seront climatisés dans cet hôpital la salle de bloc opératoire, les laboratoires, les chambres de réanimation, les chambres de soins intensifs et les urgences, bien sûr. Pour le reste, ça ne sera pas climatisé. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de ce CHU. Donc, ce sont les chambres conventionnelles qui donnent sur le sud et sur la Loire, qui seront équipées de triple vitrage et alors là, j'aurais besoin que vous nous expliquiez, de shadow box et de châssis respirant avec store intégré. Expliquez-nous ces dispositifs. Alors, il y a plein de dispositifs qui existent pour pouvoir protéger un bâtiment de la surchauffe, en fait, en fonction de la taille, de la dimension des ouvertures aussi, qui sont exposées plus ou moins au soleil, en fonction de l'incidence du soleil, que ce soit la façade sud, la façade ouest, la façade est, d'ailleurs, la lumière ne rentre pas de la même façon. Et il y a aussi des façons avec des protections extérieures, avec des pare-soleil, on a plein de systèmes, des systèmes de double pot aussi qui permettent de créer un courant ascendant entre les deux parois, entre deux vitres même, ça se fait, et qui permettent d'aspirer de l'air frais en bas pour refroidir la vitre intérieure. Il y a des systèmes très efficaces. Mais est-ce que tout ce que je vous dis là, qui concerne ce CHU de Nantes, est-ce que ce sont des décisions que vous trouvez intelligentes, qui sont écologiques? Alors, faudra regarder, mais de toute façon, le fait qu'un bâtiment puisse passivement réduire la température intérieure, c'est toujours une meilleure solution. Voilà, parce qu'il est question de rafraîchir les chambres. Oui, bien sûr. Justement, sans les climatiser. C'est là qu'est la vraie problématique. Il va s'agir de, comme ça a été dit précédemment, c'est l'objectif, c'est qu'on arrive à rafraîchir l'intérieur des infrastructures et des logements, des hôpitaux, etc. Sans être obligé de passer par des dépenses énergétiques exorbitantes ou des clims ou des choses comme ça, qui sont, comme on l'a dit, sont des rustines, c'est du sparadrap, c'est de la poudre de perlimpinpin quelque part. Alors, la poudre
gros yeux pour vous. Ça va pour répondre dans l'urgence quand on a des populations, comme on l'a dit, qui sont vulnérables, des personnes âgées, des enfants dans des écoles. Là, on est dans un hôpital. Qui sont dans des bâtiments mal adaptés, etc. Par contre, dans tout ce qui est construction nouvelle, autant les faire correctement et avec des réponses, avec des climatisations. Mais est-ce que ça vous semble des réponses intelligentes ? De la climatisation passive, et dans ce cas-là, oui, ce sont des réponses intelligentes. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la façade, il y a aussi, comme on l'a dit, la végétalisation, les trames bleues, trames vertes. Dans les bleus, c'est tout ce qui concerne l'eau, verte, c'est tout ce qui concerne le végétal, la désimperméabilisation des sols, la couleur des matériaux, les matériaux eux-mêmes, etc. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer et faire que nos villes, nos bâtiments et nos habitats, nos hôpitaux, tout à fait passivement, arrivent à rafraîchir l'ensemble de l'atmosphère. Élise Naccarato, sur ce CHU précisément, la CGT, le secrétaire général de la CGT du CHU s'inquiète du fait que justement il ne sera pas entièrement climatisé. Ils disent qu'on devrait avoir de la clim partout et que c'est 35% de locaux qui seront simplement rafraîchis et donc non climatisés. Ça sera compliqué parce que quand on rafraîchit, on ne peut descendre que d'un certain nombre de degrés, 5 degrés, et que donc s'il fait 40 degrés dehors, ça fait moins 5, ça fait 35, c'est pas génial. Ce qui est certain, c'est que sur ce CHU, comme sur l'ensemble des bâtiments, ce dont on a besoin, c'est notamment de rénovation thermique globale des bâtiments. Pourquoi ? Parce que quand on veut faire face au changement climatique, oui, justement, c'est pour ça qu'on a besoin et de s'adapter et de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. La rénovation thermique des bâtiments, ou la construction qui soit thermiquement adaptée, ça permet de faire les deux à la fois. Baisser nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui est quand même le problème de base qu'il faut traiter, sinon on passe à côté des problèmes, et s'adapter à un climat qui sera de plus en plus chaud dans les années à venir. L'intérêt de la rénovation thermique, c'est que ça permet d'avoir 4 bénéfices. D'une part, on va baisser la facture d'électricité, donc oui. Ça c'est toujours intéressant. Tout le monde devrait être content. Voilà, oui. Baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi favoriser la santé des individus. Par exemple, quand on rénove un logement, on a 400 € par an de frais de santé en moins. Pourquoi ? Parce que les gens sont moins malades, ont moins de maladies respiratoires, cardiaques, etc. Donc on voit que c'est des avantages qui sont en fait des solutions sans regret. Et les scientifiques du climat parlent vraiment de solutions sans regret qu'on peut mettre en place tout de suite pour avoir des réponses rapides face au climat qui se réchauffe. Oui, Anne Sénéquier, sur les CHU et ces efforts pour s'adapter à ce nouveau climat qui se réchauffe. Je pense qu'il faut aussi retourner sur ce qu'on a déjà eu fait, c'est-à-dire dans l'architecture vernaculaire et dans cette architecture que l'on voit en Afrique où ils ont développé un urbanisme et une architecture particulière pour se protéger de la chaleur, que ce soit les patios, que ce soit les tours de refroidissement, tout ça, c'est quelque chose qui permet, les voûtes nubiennes, les matériaux, qui permet d'avoir des bâtiments frais. Alors aujourd'hui, effectivement, tout ce qu'on a entendu dans les médias et vraiment la prépondérance de la clim donne l'impression qu'il n'y a que la clim qui est possible. Et c'est ce qu'on entend finalement dans ce syndicat qui dit quoi, c'est pas possible, ça va pas être climatisé, on va pas survivre là-dedans. Mais en fait, il faut repartir un petit peu. Là, on voit l'architecture aujourd'hui, qu'on soit à Singapour, Paris ou New York, tous les immeubles se ressemblent, c'est que des baies vitrées. Mais en fait, chaque région a son architecture adaptée à son climat aujourd'hui. Il faut aussi revenir sur quel est le climat que l'on attend et il va falloir bâtir et des bâtiments et une ville qui peut y résister sans avoir besoin de la climatisation. Alors, pour revenir à Nantes, parce que c'est quand même un exemple intéressant, il y a la gare de Nantes qui a été également pensée comme équipement bioclimatique et qui est une fournaise en journée canicule. Boris Wederchef. Oui, là, il faut savoir, on parlait de rénovation énergétique, c'est un problème, c'est que jusqu'à présent, elle a été pensée pour conserver la chaleur. Or, là, on est confronté à un autre problème, c'est qu'il faut conserver le frais. Oui, c'est l'inverse. Et attirer. Donc, il y a beaucoup de réponses qui se font par la ventilation. Ça, d'ailleurs, on parlait d'architecture vernaculaire, dans tous les pays tropicaux. D'ailleurs, les pays chauds, on a des ventilations traversantes et qui fonctionnent très très bien, puisque par la ventilation, en fait, on augmente l'évaporation de la peau, donc on se refroidit, on est beaucoup plus à l'aise, en fait, dans ces climats
climat-là. Et tous les gens qui habitent les climats chauds et humides le savent très bien. Et donc, il y a des solutions qui sont très adaptées. On parlait des cheminées, etc. Même dans des climats secs. Hein. Donc, il est certain que tant qu'on appliquera des normes constructives qui datent, en fait, d'une période où on était confronté à d'autres climats. Oui, mais c'est-à-dire même ce que l'on construit maintenant, pour vous, est déjà dépassé. Bien sûr. Et la rénovation climatique, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, elle est faite pour préserver la chaleur. Et donc D'accord. Et pas pour conserver du frais. Beaucoup plus hermétique nos logements. Ils sont mieux isolés, ils sont plus hermétiques. Mais par contre, au niveau de la ventilation, si on n'a pas on le voit, c'est chaud et humide en ce moment. Il faut de la ventilation traversante. Il y a plein de logements qui ne le permettent pas, qui n'ont pas été conçus à l'origine pour ça. Oui, ça c'est un peu du bon sens quand on est chez soi et qu'il fait très chaud et qu'on n'a pas de clim et qu'on n'en veut pas et que, bien, on espère faire un courant d'air en ouvrant deux fenêtres. Si vous avez un appartement traversant, vous ouvrez une fenêtre d'un côté et une fenêtre de l'autre. Mais il se peut aussi qu'en ce moment qu'il n'y ait pas forcément de l'air. Quand vous êtes dans un appartement qui est en cul-de-sac, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, donc il y a bien une conception au départ qui est à changer. Autre problème, on va en débattre. Après le droit à la paresse, les écologistes, dont Marine Tondelier et plusieurs élus, réclament le droit à la fraîcheur. On écoute Marine Tondelier qui en parlait sur son Instagram fin mai. Les écologistes, nous, on va continuer à se battre avec cette mesure de congé climatique pour vos enfants aussi qui vont passer là les examens dans des salles surchauffées, pour toutes les travailleurs, les travailleuses que vous connaissez qui vont être dans des lieux inadaptés à ce genre de chaleur. Je souhaite qu'il n'y ait pas de drame parce que vous savez, si en Espagne ils ont mis en place le congé climatique à la fin, c'est parce qu'il y a eu des morts, tout simplement dans des exploitations agricoles ou dans des chantiers du BTP. Et donc on va défendre cette mesure. Mathieu Slama, donc là, ça serait un nouveau droit opposable. Oui, absolument. Mais qui est tout à fait logique, qui a du sens. Je vais raconter une anecdote. Il y a quelques jours, donc je me baladais dans Paris, en pleine canicule, et je suis passé par un chantier. Et les gens travaillaient dans ce chantier en pleine canicule sur le chantier. Et j'ai trouvé ça scandaleux. J'ai trouvé ça inadmissible. C'est des vies qui sont en danger. Je rappelle par ailleurs que en France, les personnes sans abri sont les plus à risque par rapport à la canicule. Donc pareil, en fait, il y a des vies humaines qui sont en jeu dans les canicules. Et vous avez très bien rappelé au début de notre discussion qu'il y avait des morts lors des canicules passées. Donc le congé climatique, le congé canicule me semble une très bonne idée. Parce que de toute manière, c'est notre vie en société qu'il faut adapter. Oui, mais alors attendez, c'est peut-être une très bonne idée, mais enfin, qui paiera, qui garantira? Les bonnes idées, si vous voulez, on peut tous en avoir. Vous savez, le principe, moi je suis pour le principe du pollueur-payeur. J'ai dit au début d'une intervention précédente que c'était les plus riches qui étaient les premiers responsables. Donc je crois qu'il faut taxer les riches, pour financer ça, ou en tout cas réfléchir à une taxe climatique qui soit sur les entreprises les plus polluantes, ça me semble une idée les multinationales et facile. Oui, alors ça peut paraître facile, mais en tout cas, c'est des gens qui peuvent contribuer. Et je pense je suis un peu provocateur évidemment. Je pense qu'il y a plein d'autres moyens de financer ça, mais en tout cas, on a des moyens de financement. Il faut juste aller les chercher et aussi se dire qu'il y a un principe de pollueur-payeur et que d'autre part, c'est notre vie en commun qui est en jeu, c'est notre vie en société, donc on doit tous contribuer par rapport à ça. Bon, ben alors, on aimerait quand même concrètement essayer de comprendre ce que ça veut dire ce droit à la fraîcheur. C'est consacrer juridiquement l'accès à des lieux frais, rafraîchis. Alors ça serait quel programme? L'ombre, la baignade, des bâtiments publics rafraîchis. C'est Philippe Dorbinski. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu un très bon exemple de ce que c'est qu'un refuge climatique. En ce moment, les cinémas font oui, il y a beaucoup de monde qui va au cinéma. Et si on regarde ce qui se fait en Espagne, il y a des refuges climatiques qui, effectivement, sont des lieux publics qui sont... Mais c'est parce qu'ils sont climatisés, pardon. Vous êtes contre la clim, tous. Non, pas forcément. Les cinémas, ils sont climatisés, donc tout le monde s'y précipite en cas de canicule. Alors, effectivement, peut-être que là, les cinémas... Non, les cinémas sont peut-être climatisés, mais on a plein... Ils le sont. Encore une fois, créer un refuge climatique, on peut le faire aussi intelligemment, sans forcément passer par la clim. Donc moi, je dis que la clim, encore une fois, n'est qu'un seul outil parmi tant d'autres. Mais en tout cas, il y a effectivement la possibilité de concevoir une nouvelle architecture urbaine, de nouveaux lieux qui peuvent en plus faire cohésion et qui nous permettent aussi justement d'avoir accès à ce froid dont il va falloir être... concevez que ça va être compliqué, puisque le point de départ de cette réflexion de Marine Tondelier, et de toute façon, elle a absolument raison de débuter une réflexion, c'est cette scène qui était
était devenu viral, où des jeunes cherchent à se baigner dans le canal Saint-Martin à Paris avant d'être quasi immédiatement rappelés à l'ordre par la police. Donc il y a également des règles de la vie en commun qui font que ça rend tout cela compliqué. Tout à fait, mais vous dites ça va être compliqué, mais c'est compliqué aujourd'hui. On le voit bien, on suffoque au quotidien. Oui. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on choisit collectivement ? Parce que si on n'a pas des règles qui sont communes, eh bien c'est le chacun pour soi, et ça veut dire que ça augmente les inégalités, puisque ça va être celui qui peut se payer une clim, il a frais. Les personnes qui peuvent télétravailler ou aller à la campagne ou être dans des bureaux climatisés, elles sont tranquilles, tandis que les ouvriers et les ouvrières sur les chantiers, dans les champs, etc. En fait, ça fait exploser les inégalités. Et aujourd'hui, on a un plan national d'adaptation au changement climatique qui ne permet pas d'avoir des règles communes. Par exemple, le droit du travail, il faut urgemment réformer le droit du travail, puisqu'aujourd'hui, c'est au cas par cas. Chaque entreprise, vous pouvez avoir sur un même chantier des ouvriers et des ouvrières qui sont salariés de l'entreprise, mais aussi des prestataires, des auto-entrepreneurs, on sait bien comment ça se passe, et du coup, chacun va être livré à lui-même. Donc, on a besoin aujourd'hui de restaurer un peu la solidarité nationale autour de cette question. Mais c'est éminemment politique, donc comme c'est éminemment politique, évidemment, les politiques ne sont pas d'accord, bien évidemment, donc on est au début d'une réflexion. Vous vouliez dire quelque chose, Anne Sénéqué ? C'est politique, c'est une idée, mais au-delà de ça, il y a un principe de réalité, et le principe de réalité, c'est que le corps n'est pas efficace pour travailler physiquement ou même intellectuellement dans ces conditions-là. Bon. Et on le voit, on passe une journée, c'est difficile, mais on va dormir et on va se reposer et demain ça ira mieux. Le problème, c'est comme là, aujourd'hui, qu'on est dans l'accumulation comme ça de jours qui s'enchaînent et qui sont très hauts. Et on parlait justement des vagues de chaleur des années précédentes, mais en 2010, il y a eu une vague de chaleur de 44 jours en Russie qui a fait 56 000 morts dans un seul pays. Et en fait, on a beau dire que c'est politique, c'est idéologique, mais non, c'est là où on a besoin d'adapter toute cette société, et pas seulement au niveau individuel. Et on parlait de l'adaptation et des pays du Nord. Helsinki, Oslo, Stockholm, Copenhague, on peut se baigner. Ouais. Dans le port, dans les rivières, dans la mer, en pleine ville. Et à Paris, c'est le cas maintenant. C'est le cas, non, c'est le cas dans 4 endroits. Au niveau des baignades, des infrastructures adaptées, etc. Mais à partir du moment où c'est fait, il n'y a pas de problème. Ouais. Il va falloir passer l'étape 2. Donc, nous allons passer la vitesse supérieure. Nous n'en sommes qu'au début. Merci d'avoir participé à ce débat. Effectivement, faut-il transformer une question sanitaire en enjeu politique ? Là est toute la question. Merci à vous. Passons évidemment maintenant à l'international, puisque beaucoup de choses se bousculent. Nous allons dans un instant partir aux États-Unis, où nous attend Hélène Bonnet. Hélène Bonnet, vous êtes en direct de Washington parce que J.D. Vance, le vice-président américain, est en ce moment même en train de prendre son avion pour aller en Suisse. Donc ça va bouger à partir de demain au niveau des négociations. Absolument, Anne. Il vient même de décoller. C'est ce que fait savoir le pool. Vous savez, les journalistes qui le suivent. C'est son porte-parole qui a confirmé ce départ en postant une vidéo de lui qui embarquait à bord de son avion en direction la Suisse. Et il a dit quelques mots, J.D. Vance, juste avant son décollage. Il a dit qu'il irait pour 1 ou 2 jours seulement et qu'il avait espoir de progresser sur la question du nucléaire, mais aussi sur la question du cessez-le-feu au Liban. Ce sont les 2 grands sujets sur lesquels nous allons nous concentrer, a-t-il dit. Et je suis sûre que les Iraniens ont aussi des sujets dont ils aimeraient discuter. Sur la question des combats au Liban aussi, il a dit un mot. Il dit que les choses s'améliorent et que Marco Rubio et toute l'équipe autour de lui, donc Marco Rubio, le secrétaire d'État de Donald Trump, eh bien, font en sorte que ce cessez-le-feu tienne. Voilà pour les déclarations avant de prendre l'avion du vice-président. Et puis, on attend donc ces négociations. Une délégation iranienne devrait se trouver également en Suisse, et puis les médiateurs qataris et pakistanais. Merci Hélène Bonnet, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Washington. Et nous allons revenir tout au long de cette soirée sur ce qui est en train de commencer, de débuter en Suisse ou de se poursuivre, parce que on sait bien que ça a été signé par Donald Trump, dont on connaît la signature toute hérissée de pique mercredi soir à Versailles. Mais maintenant les choses plus sérieuses commencent, et ça commence concrètement à Ormuz. Je vous présente le plateau qui est avec nous ce
ce soir. Gallagher Fenwick, bonsoir. Vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Merci de nous avoir rejoint. Sylvie Berman, bonsoir Sylvie. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie et en Chine notamment. Général Richoux, bonsoir Général. Vous êtes ancien commandant de la 7e brigade blindée. Sophia Amaha, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Stéphane Goldin, bonsoir. Vous êtes analyste sécuritaire. Vous avez commandé une unité d'élite de Tsahal. Et Bertrand Villemer, bonsoir. Ravi de vous avoir ce soir. Vous êtes ex-pilote de chasse, ancien chef d'état-major interarmé, ingénieur en aéronautique et spatiale. J'ai tout dit ce soir sur vous, Bertrand Villemer. Donc ce soir, et on va avoir besoin de vous parce que justement il se passe des choses à Hormuz qu'il faut qu'on comprenne. Ce soir et depuis quelques heures, justement, l'activité militaire s'intensifie au-dessus du détroit d'Hormuz puisque 4 avions cassés 135 qui sont des avions ravitailleurs américains de l'US Air Force et un avion E-3 donc AWACS d'alerte précoce, de surveillance et de contrôle aéroporté sont en route sur zone. On sait que le détroit d'Hormuz est enfin on ne sait plus justement s'il est ouvert ou s'il est fermé, mais on vous répercute, je vous communique, je vous transmets les informations que nous essayons de comprendre et nous y mettons beaucoup de mal avec toute mon équipe, notamment Aurélie Delmour, la rédactrice en chef. D'abord, les gardiens de la Révolution, cet après-midi, ont décrété qu'il était fermé. Voici ce qu'ils ont dit. Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is the Fourth Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Fourth Navy. Due to the crimes of the Shah Yabana and the violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire, the Strait of Hormuz is closed to all vessels again. It is emphasized that the Strait of Hormuz is closed. All vessels are ordered to not approach the Strait. Anglais. Mais c'est en anglais, c'est en quelle langue là écoutez, je n'ai pas vraiment compris. En tout cas, c'est un appel radio que les gardiens de la Révolution lancent cet après-midi aux navires qui sont dans le détroit. Ça doit pas être très sympathique d'être bloqué dans ce détroit, franchement, depuis un certain nombre de jours. Les gardiens de la Révolution avaient lancé ce même appel radio hier et à contrario, Gallagher Fenwick, on a les Américains, le CENTCOM, qui dit absolument l'inverse, qui nous dit que tout va très bien, que le détroit, je les cite, le trafic dans le détroit d'Hormuz a augmenté même ce samedi. Nous poursuivons nos opérations pour garantir la liberté de navigation. Donc on a tout et son contraire concrètement sur le détroit, et en plus les avions AWACS et ravitailleurs qui sont dans le ciel. Ça donne quand même un sentiment de déjà-vu. Et ça en dit beaucoup de l'extrême fragilité de ce que les Qatariens, les Pakistanais, les Suisses, les Américains, les Iraniens vont essayer. Les efforts qu'ils vont déployer. Exactement, afin de bâtir quelque chose qui reste à la fois précaire, mais presque sisyphéen, en ce sens qu'à chaque fois que vous faites 2 pas en avant, il y en a 3 qui reviennent en arrière. Le rocher de Sisyphe, hein. On remonte toujours la même montagne, on remonte patiemment, on remonte. Donc la patience, elle est nécessaire. Mais je dirais que, écoutez, les Iraniens ont découvert l'extrême puissance de leur géographie, qu'ils ont militarisé, arsenalisé, et ils ne vont pas se priver d'activer ce levier à chaque fois qu'ils en auront l'opportunité. Une nouvelle s'est présentée. Cette fois, il ne s'agit pas que de faire exploser une partie de l'économie mondiale, mais pour eux, de manière plus importante, il s'agit de faire exploser la relation américano-israélienne. Parce qu'en réalité, et c'est ce qu'on entendait la personne dire à la radio au navire, en raison des violations du cessez-le-feu, celui qui concerne le cette Liban, fermeture est justifiée par la violation du premier paragraphe du protocole d'accord. Donc tout à l'heure, le corps des gardiens a communiqué en disant « Nous allons maintenir, quels que soient les paramètres et conditions de l'accord cadre rempli, si le tout premier qui prévoit le retrait, disent-ils, et je cite, complet des forces israéliennes du Liban, si cette condition, qui est la première parmi les 14 points de l'accord cadre, n'est pas remplie, eh bien le détroit restera
fermé, écrivent-ils. Le détroit, en tout cas, selon ce protocole d'accord, il y a aussi ce problème du péage ou des frais de passage, des nouvelles règles de passage par l'autorisation du détroit qui est iranienne. Et selon ce protocole d'accord, de toute façon, dans les 60 jours à venir, il n'y aura pas de frais de péage qui seront perçus par les Iraniens. Mais évidemment, personne ne sait ce qui se passera dans les 60 jours, enfin après les 60 jours. Mais Sylvie Bermann, Donald Trump, tout à l'heure, a tweeté à propos de ces frais, de ce péage, et c'est assez étonnant, vous allez voir ce qu'il dit. Il n'y aura donc aucun péage qui sera perçu à l'issue de ces 60 jours, à moins qu'il ne soit imposé par et pour les États-Unis d'Amérique, si l'accord n'était pas conclu, en contrepartie des services rendus en tant qu'ange gardien. Voilà comment se conçoit Donald Trump par rapport à ce qui se passe dans le Golfe Persique, des pays du Moyen-Orient, aux fins de remboursement des coûts passés, présents et futurs. Non, vous êtes prié de ne pas rire et de commenter. Effectivement. Non, mais c'est-à-dire, là, les bras m'en tombent. C'est-à-dire, le péage serait perçu par les Américains. Il n'y a jamais de petit profit pour Donald Trump. Et effectivement, il veut se faire rembourser tout ce qu'il a fait, même si personne ne l'a forcé à commencer cette guerre. Et l'idée du péage, d'ailleurs, dans un premier temps, ça l'a pas tellement choqué. Alors que c'est illégal, évidemment, pour des détroits internationaux. Mais il se dit, après tout, oui, moi aussi, je vais pouvoir, ou je vais le faire avec les Iraniens. On va faire une joint venture et on va chacun récupérer de l'argent. Donc tout ça, ça lui ressemble. Ça ne veut pas dire qu'in fine, c'est comme ça que les choses vont se passer. Mais c'est sa logique à lui. Pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, l'information, c'est que le vice-président américain J.D. Vance, alors qu'il avait annulé hier son arrivée en Suisse et que justement personne ne savait si les pourparlers allaient pouvoir reprendre, débuter, je ne sais plus quel verbe employer à partir de cet hôtel du Birkenstock en Suisse, eh bien, il a pris un avion. Il est en route pour la Suisse actuellement. Bertrand Wilmer, est-ce que cela augure de rencontres fructueuses entre les deux parties? Puisque là, enfin pas que les deux parties, enfin la partie américaine, les Iraniens, tout ça par l'entremise du Premier ministre du Qatar et du Premier ministre du Pakistan. Il y aura du monde dans cet hôtel en Suisse. Je crois qu'ils ont qualifié cette intervention de discussion technique. Ils ont bien pris soin de rajouter le mot technique par rapport au protocole d'entente qui a été signé à Versailles. Donc, élément technique, ça veut dire qu'il va s'occuper, j'imagine, de la mise en œuvre de cet accord, point par point. Point par point. Mais Stéphane Goldin, on vient d'apprendre à l'instant que la délégation iranienne est en Suisse pour les discussions justement avec les États-Unis. Parce que ce qui avait eu pour conséquence que J.D. Vance ne prenne pas son avion hier, c'était justement que les Iraniens ne venaient pas. Donc maintenant, les Iraniens viennent. Ils seront tous là, dans cet hôtel. Ils vont tous être dans cet hôtel et je pense que c'est un hôtel qui se situe sur des pistes de ski. Je pense que la piste noire va être assez abrupte pour tout le monde dans cette affaire. Concrètement, on se retrouve face à des États-Unis qui ont eu un acte de capitulation, pour dire clairement les choses, face aux Iraniens, parce que dans le fond, les Iraniens arrivent en Suisse, dans le fond, en vainqueur dans cette affaire, parce que la question du nucléaire n'a pas été tranchée, la question des missiles balistiques n'a pas été tranchée, la question des proxys n'a pas été tranchée. Donc ils arrivent là-bas en plus, en voulant fermer le détroit d'Ormuz, ouvrant, fermant, mais en tout cas en jouant sur cet axe-là de la géographie de l'Iran et donc du passage des bateaux et donc de l'économie mondiale. Et donc dans cette mouvance-là, ils sont, je dirais, ils ont gagné en tout cas la bataille. Maintenant, où ils ont gagné aussi une autre bataille, et on l'a abordé au tout début de votre propos, Anne, c'est que dans le fond, les Iraniens ont su mettre en responsabilité les États-Unis par rapport à Israël. C'est-à-dire que aujourd'hui, les États-Unis sont obligés de donner des comptes par rapport à ce qui se passe en Israël. Oui. Et c'est là où est toute la problématique d'Israël et aussi des États-Unis dans cette affaire. Parce que pour le moment, il y a toujours
un cessez-le-feu qui actuellement a été pour la 6e fois remis en place il y a quelques heures entre Israël et le Liban, mais concrètement on voit très bien que les Iraniens veulent toujours garder une main sur le Liban, ne veulent pas le perdre la main et ne veulent pas le perdre aussi la question de leur proxy qui s'appelle le Hezbollah. Et donc tout ça va se jouer aussi dans les jours qui viennent, parce qu'il doit y avoir des négociations entre le Liban et Israël dans les jours, à partir de mardi, il me semble, donc dans les jours qui viennent. Mais évidemment, il y a automatiquement de ce fait une pression américaine sur Israël pour justement elle n'est éviter. pas nouvelle, la pression américaine sur Israël. Elle s'intensifie. Retour cette délégation iranienne, qui sera fournie, Sophia Amara, parce que elle sera présidée par Mohamed Ghalibaf, donc c'est le président du Parlement. Il y aura le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi en Suisse, également le gouverneur de la Banque centrale. Donc on sent bien qu'on va parler argent et notamment fonds bloqués au Qatar, entre autres, où tout ce qui est d'ailleurs mentionné dans ce protocole d'accord, ils sont tous présents. Le vice-ministre du pétrole sera là également. Ils seront tous présents à cet hôtel du Bürgenstock avec le médiateur du Pakistan et du Qatar. Oui, tout à fait. Et donc, nous avons dit, et vous l'avez très bien expliqué, Stéphane, que cet accord est une sorte de capitulation pour les États-Unis, puisque l'Iran, la seule chose que concède l'Iran, et encore on n'a pas les détails, et à voir à quel point cela va être appliqué de manière claire, c'est la libération ou la réouverture du détroit d'Ormuz qui était ouvert le 27 février. Mais ce qu'on ne dit pas, qui a aussi été le succès ou la défaite des Américains, le succès des passes d'Aran et de la théocratie iranienne, c'est qu'ils vont obtenir beaucoup d'argent. Alors sous plusieurs formes. D'abord le droit de exporter leur pétrole. Ensuite, ce fameux fonds de 300 milliards de dollars qui devrait de reconstruction, soi-disant, une sorte de plan Marshall qui va être financé par les premières victimes, par les États du Golfe. Par les États du Golfe aussi, et l'argent. Et là, je peux vous donner quelques chiffres si cela vous intéresse sur les fonds qui vont être débloqués, qui avaient été gelés, rappelez-vous. Et c'est pas moins alors pour la Chine, de 20 à 50 milliards de dollars et pour l'Irak, ce sont les deux plus gros. L'Irak, 15 milliards de dollars et vous avez juste derrière la Corée du Sud de 7 milliards de dollars. Mais au total, on parle de plus de 150 milliards de dollars finalement. Donc ce sont des sommes astronomiques. La question qui reste, c'est est-ce que les Américains, eux, ont apporté ou sont arrivés en Suisse avec les experts qui ont suffisamment d'expertise. Alors côté américain, vous savez qui nous avons, les habituels. Alors je ne parle même pas d'eux. Oui, alors Jared Kushner, je les nomme quand même pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas, mais ça ne doit pas faire beaucoup de monde. À mon avis, tout le monde sait de qui je parle. Donc messieurs Jared Kushner et Steve Witkoff, c'est cela. Plus alors les Dupont et Dupont, comme dirait Richard Verly. Bruno Tertrais. Mais il y a également donc le vice-président américain J.D. Vance. Oui. Nicolas Richaud. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que c'est les Pink Floyd de la diplomatie. Les Pink Floyd maintenant. Il n'y a pas un professionnel là-dedans. En fait, il y a un investisseur. Vance, il est vice-président, il a été sénateur, il a. Pas insulter les Pink Floyd, s'il vous plaît. Faut pas insulter les Pink Floyd. Exactement. Kushner, c'est le genre. Donc c'est le népotisme incarné. Oui. Et en face, il va y avoir une équipe de professionnels. Il ne faut surtout pas. Voilà. Et puis alors la deuxième chose qui m'étonne dans cette affaire-là, c'est que Gallagher l'a bien rappelé. Le premier point concerne Israël. Et Israël n'est même pas invité. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, alors de l'autre côté, on comprend que l'Iran a la main sur le Hezbollah. S'il lui dit tu t'arrêtes, ils vont s'arrêter. Mais le premier point comprend le retrait du Liban par Israël. Et Israël n'est pas partie prenante des négociations. Je trouve que c'est quand même mal emmanché. On va y venir. Voilà. Pour le moment, ce qui est important, c'est ce qui se passe concrètement à Ormuz. Et Ormuz, on s'est rendu compte, détroit ouvert ou fermé, les Iraniens disent qu'il est fermé, les Américains disent qu'il est ouvert. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une activité militaire nouvelle. Une activité militaire nouvelle qui est une activité justement d'avions. Bertrand Wilmer, c'est 4 avions ravitailleurs, les KC-135, plus le fameux avion AWACS qui sont sur zone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut quand même dire qu'il y a une montée en puissance de la posture opérationnelle américaine. Est-ce que c'est un hasard que ça soit juste au moment où tout le monde se rencontre pour négocier ? C'est bien un coup de pression. Ça peut être un coup de pression ou ça peut être la capacité
de réaliser des opérations qui nécessitent justement ces stations-service volantes, en vol, les KC-135, et au-dessus l'avion radar qui permet de contrôler et de mettre en place une opération aérienne. Oui, ça veut dire qu'on est quand même en moment de vigilance accrue. C'est pas uniquement, ils sont pas uniquement en train de patrouiller. Non, ils sont en mesure de. Voilà, c'est ce qu'on dit. En mesure de. Ah voilà, mais on ne sait pas quoi. D'accord. On ne sait pas quoi. Mais ça veut dire prêt à agir. Voilà. Ouais, mais ça veut rien dire du tout. Bon, Nico, comment ça veut rien dire du tout? Non mais écoutez, ils mettent des avions en l'air. Les avions en l'air, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce qui a déjà été fait pendant 4 mois que de mettre des avions en l'air et de bombarder avec les résultats que l'on sait. Donc c'est quoi? Je veux dire ils mettent la pression, Général Richoux. Mais vous croyez que ça met enfin, vous êtes militaire, c'est quand même pas moi qui vais vous dire. Deux F-16 en l'air. Non mais là, je crois qu'on rigole. On n'en est plus du tout là avec les Iraniens. Ils ont avec Israël à un moment, il y avait peut-être 300, 400, 500 avions en l'air. Bon, alors peut-être un peu moins. Bon, je sais pas. Mais là, on comprend qu'on mettait la pression. Mais là, on met 2 F-16 en l'air ou 3 F-16 en l'air et on explique que c'est la pression pour contraindre l'Iran. Mais ils en sont plus du tout là, les Iraniens. C'est eux qui mènent la danse. On demande son avis à Stéphane Goldin. Vous êtes militaire. On sait que nous sommes dans un moment de tension relativement acerbé, je dirais, entre ce qui va se passer en Suisse. Oui. Et donc, on voit les Iraniens fermant le détroit d'Ormuz. Donc, on sent, comme vous l'avez dit, qu'il y a, à un moment donné, une volonté de mettre un coup de pression, justement, par rapport aux négociations. Parce que les négociations, qu'on le veuille ou non, elles vont se faire sous pression. On est simplement sur un protocole d'accord. On n'est pas encore du tout sur un accord. D'ailleurs, il va y se passer 60 jours. Tout à l'heure, Sophia parlait aussi de la question de l'argent. Il ne faut pas oublier aussi que les Iraniens, d'ailleurs, sont venus dans leur délégation aussi avec le patron de la banque iranienne, de la banque centrale iranienne. Donc, ils savent très bien, derrière tout ça, qu'il y a aussi une volonté. Et la question est de savoir si au moment où il y aura une levée du gel des avoirs iraniens, s'il y aura une signature sur les 300 milliards, est-ce que la question du détroit d'Ormuz s'ouvrira ou pas? Ça, c'est une question qu'il faut aussi se poser. Parce qu'on voit très bien, et les Iraniens, il y a une seule chose qu'ils savent faire dans leur vie, c'est négocier. Ah bah ça on a remarqué, hein. C'est-à-dire là. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces négociations, elles vont pas durer 60 jours, elles vont durer bien plus longtemps. Parce que de toute façon, toute la question de l'uranium, toute la question des missiles balistiques, toute la question, je dirais, de la question du détroit d'Ormuz ne pourra pas se régler dans les 60 jours qui viennent. Le problème avec ce protocole d'accord qui a été signé mercredi à Versailles, c'est que en incitant Téhéran à le respecter, eh bien justement, Sophia Maha, les gardiens de la révolution, qui sont les adversaires des États-Unis et de leurs alliés, et qui sont même considérés comme des terroristes, comme une organisation terroriste, eh bien, ils peuvent se renforcer. Grâce à ce protocole d'accord et ce qui a été signé commercialement, il y a tout un empire commercial des gardiens de la Révolution. Si l'argent est débloqué, bien évidemment, ils vont être les principaux bénéficiaires de la réouverture d'Ormuz et des banques et de l'argent qui va revenir et des exportations qui vont couler à flot. Tout à fait. Il y a plusieurs dimensions concernant les fonds qui devraient être versés, voire restituer, parce qu'il y a quand même, il faut le dire, quelle que soit la nature. Oui, c'est leur argent. C'est une partie et leur argent. C'est leur argent. Sauf que c'est les États-Unis qui ont su convaincre certains pays alliés, comme la Corée du Sud ou d'autres, eh bien, de ne pas verser, après 2019, quand l'accord a été déchiré et que Trump est rentré en confrontation avec la République islamique, eh bien, de ne plus verser cet argent qui appartenait finalement aux Iraniens. C'était une forme de sanction. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, certains s'y sont pliés. Même les Irakiens, qui sont pourtant très proches. Même les Irakiens s'y sont pliés. 15 milliards d'euros, 15 milliards de dollars sont bloqués et devraient être débloqués très bientôt, alors qu'on sait tous que l'Irak est un pays d'abord voisin de l'Iran et où l'Iran est omniprésent et a une certaine mainmise surtout sur les milices iraniennes ou pro-iraniennes en Irak. Donc ça, c'est le premier problème. Ensuite, ce qui pose problème, c'est que effectivement, ce sont les pays victimes de l'Iran qui vont payer cet argent. Ça envoie un signal quand même très fort et à la fois très inquiétant. Ça veut dire que les pays du Golfe, dont on nous a dit que voilà, ça y est, ils s'étaient alignés avec Israël, avec les États-Unis, ils allaient faire front commun, l'Iran il a miné, pas du tout. Aujourd'hui, on a les pays du Golfe qui se plient devant l'Iran. Ça veut dire que les Américains ont réussi en 2003 à donner l'Irak aux Iraniens. Aujourd'hui, ils donnent le Golfe
aux Iraniens avec tout cet argent, sachant que les Pasdaran détiennent au moins la moitié de l'économie iranienne du pays. Donc cet argent regardez dans leur cette poche. arrivée en force de la délégation iranienne en Suisse. Nous venons de recevoir cette image. Voilà l'avion officiel de la compagnie iranienne. Et l'image n'est pas très bonne, mais c'est le président du Parlement, Ghalibaf, qui est descendu en premier. Gallagher-Fenwick, on a quand même l'impression que, oui, effectivement, ils arrivent en force. Alors, quand on regarde une négociation, et particulièrement celle-ci, on a en mémoire celle du JCPOA, donc le fameux accord sur le nucléaire de 2015, pour informer le jugement qu'on peut porter sur ce moment, il faut regarder quel niveau de représentation, quelles compétences et quelle quantité. Il faut se souvenir qu'à Islamabad, les Iraniens avaient envoyé 70 personnes avec beaucoup des gens plus, oui, qui ont des connaissances extrêmement poussées, notamment dans le domaine de l'ingénierie donc nucléaire. vous trouvez que c'est moins, là? Enfin, Non, c'est effectivement non. moins, mais c'est quand même c'est du très haut sommet. Les portefeuilles, Voilà. le pétrole, Oui. le nucléaire, La Banque centrale, le politique, Oui. l'argent, le clergé, le paramilitaire. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Donc ils sont sérieux. Et par ailleurs, du côté américain, J.D. Vance, c'est pas n'importe qui. Mais donc, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent obtenir quoi, là, les Iraniens? Ils viennent obtenir beaucoup d'argent et ils viennent obtenir, si vous voulez, la normalisation de leurs relations avec les États-Unis, leur intégration pleine et entière dans le jeu des nations et une image qui fait d'eux les grands vainqueurs. Et pour vous, c'est déjà presque obtenu, c'est déjà presque acquis, au vu de ce protocole d'accord et de la façon dont ils sont reçus et de ces négociations qui commencent demain, en Suisse. Le 28 février, le guide suprême est assassiné. On est le 20 juin, la République islamique d'Iran vient de poser pied à Zurich, en Suisse. Reçu à égalité avec les autres. La trajectoire, le symbole et le sens. Sylvie Berman. Oui, c'est le lancement des négociations, en fait. Évidemment, tout ne va pas se jouer pendant ces 2 jours. Et J.D. Vance ne va pas rester 60 jours. Non. Donc, en fait, il y aura une négociation technique après. Là, ils vont poser les grands principes. Et d'ailleurs, ils ont dit lesquels. Il y a effectivement Hormuz. Et puis, il y a le cessez-le-feu effectif entre le Liban et Israël, c'est-à-dire entre le Hezbollah et Israël. Je pense que il va y avoir l'aspect financier, effectivement, parce que s'ils peuvent récupérer les avoirs gelés et cet engagement sur les 300 milliards, ils sont évidemment preneurs, mais sur le reste, la négociation nucléaire, elle commencera après. Et la négociation balistique et sur les proxys, je suis désolée, mais je pense qu'elle n'aura jamais lieu. Comme elle n'a pas eu lieu pendant les 13 ans de négociations jusqu'au nucléaire, il va falloir 2 ans pour arriver à quelque chose. C'est même pas cité, les Iraniens. Il va falloir 2 ans pour arriver à quelque chose, c'est pas 60 jours. À quoi peut-on arriver à 60 jours sur le nucléaire? C'est strictement impossible. On part de positions diamétralement opposées, c'est absolument impossible d'arriver à quelque chose d'autant que... Donc c'est quelque chose qui va s'éterniser. Voilà. Le JCPOA, il a été signé par 7 pays. Il n'y avait pas que les États-Unis et l'Iran. Il y avait tous les pays du Conseil de sécurité, plus l'Iran et l'Allemagne. Mais ils veulent une résolution du Conseil de sécurité, les Iraniens aussi. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Et puis de mémoire, je crois qu'il fait 159 pages avec 5 annexes. Donc, alors, ce qui importe pour le moment, c'est effectivement, ce sont les questions les plus faciles qui vont commencer à être réglées, faciles entre guillemets, notamment, vous avez raison, vous venez de le dire, celle de l'argent, puisque en conséquence de ce fameux protocole d'accord, le Qatar et Washington de concert s'efforcent de faciliter l'accès de Téhéran à une partie de ces 100 milliards de dollars gelés dans le monde entier, à commencer par 6 milliards qui sont détenus au Qatar. Alors, serait autorisé l'achat par les Iraniens de nourriture, de médicaments et d'autres biens humanitaires. Mais l'Iran, ça c'était il y a 2 jours, n'avait pas encore, Gallagher-Fenwick, accepté ce mécanisme. Donc ça va être discuté peut-être là dès demain.
En fait, c'est très intéressant. Tout à l'heure, Sophia Amara parlait de l'argent en Corée du Sud. En réalité, il n'y a plus d'argent iranien en Corée du Sud parce que justement, avec l'autorisation du gouvernement américain, cet argent a été transféré en direction du Qatar, qui avait la responsabilité de sa rétention. Oui. Effectivement. Après, les Américains veulent instaurer un mécanisme qui s'appelle performance-based. Donc, c'est l'idée de la libération en fonction de la performance. Les fonds circuleront tant que l'Iran s'engage de manière productive dans les pourparlers. Si elle cesse de s'engager, il n'y a pas de fonds qui circulent. Exactement. Et par ailleurs, il y a la mise en place, dans un premier temps, et vous le citiez, d'un mécanisme qui prévoit la circulation de ces fonds, donc d'une banque à une autre, uniquement dans le cas de certaines transactions autorisées, dites à vocation humanitaire. Donc ça va être achat, je ne sais pas moi, de médicaments, de nourriture ou d'autres choses qui ne tombent pas dans un cadre exclu par les Américains. Donc ça, c'est un premier temps. Mais derrière, je pense que ce qu'il faut surveiller, c'est la levée des sanctions américaines sur le pétrole qui va générer des revenus considérables. Et ce qui va être très intéressant, et c'est assez contre-intuitif, mais potentiellement déstabilisant pour la République islamique d'Iran, elle est très forte quand il s'agit de négocier. Elle vient de prouver qu'elle est encore meilleure quand il s'agit de faire la guerre. Est-ce qu'elle est capable de gérer la paix ? Parce qu'elle est face à une population qui est quand même avec un niveau de mécontentement qui reste élevé. Il y a beaucoup d'argent qui va rentrer. C'est un régime qui pratique énormément la prédation, notamment des richesses. Là, il va falloir quand même distribuer. Il va falloir apporter un certain soulagement. Ce sont des choses, et ça peut paraître un peu bête de le dire, mais qui ne sont pas si simples que cela à gérer. C'est un régime qui a été extrêmement isolé, qui est en train de sortir de manière assez brutale de cet isolement par une victoire militaire qu'il essaye de convertir dans le champ diplomatique. Ça, ce sont des séquences qui ne sont pas si simples que cela à gérer et qui peuvent, encore une fois, secouer les fondements de ce régime qui connaît l'isolement stratégique et la guerre pendant des décennies et qui, là, doit gérer quelque chose d'assez différent, même si on n'est pas non plus dans une séquence de paix. Alors, on vient de le dire, on le répète, l'information importante, c'est le vice-président américain J.D. Vance qui est dans un avion pour arriver en Suisse, où la délégation iranienne, particulièrement fournie, est déjà arrivée. Mais écoutez ce que disait Donald Trump hier à propos justement de son vice-président Donald Vance. Alors là, pardon, vous voyez, en direct, tout peut arriver. J.D. Vance, voilà ce que disait Donald Trump à propos de J.D. Vance et à propos de ses futurs négociations. Si la signature de l'accord avec l'Iran marche, je m'en attribuerai les mérites. Sinon, ce sera la faute de Vance. Je ferais mieux de faire gaffe, JD. Ouais, cette idée me plaît beaucoup. Bon, Sylvie, voilà, il n'est pas très diplomate, c'est-à-dire il dit carrément, si ça marche pas, c'est la faute de Vance. Si ça marche, par contre, c'est tout pour moi. Oui, mais il le dit sous forme de plaisanterie, donc ça passe bien. Mais c'est effectivement ce qui se passera. Cela dit, J.D. Vance, c'est les Iraniens qui l'ont choisi. Oui, alors rappelez-nous ça, pourquoi ? En général, il n'était pas content, il trouvait que Witkoff et Kushner, c'était pas le bon niveau, et donc ils ont exigé d'avoir le vice-président américain. Mais en même temps, il était pour la paix. Il était davantage, il avait un point de vue un peu différent. Depuis le 28 février, J.D. Vance avait était complètement sur une position complètement différente de Rubio, par exemple, puisqu'il y avait franchement, et on voit d'ailleurs la tête de Rubio sur tous les reportages qui fait assez, qui est très dur, qui est très fermé, je dirais, qui est très fermé. On le voit sur les images. Oui, Marco Rubio n'est pas présent, effectivement. Et ce qui se joue, c'est l'avenir, je dirais, du Parti républicain et des prochaines élections, et qui sera candidat pour les Républicains pour succéder à Donald Trump si le Parti républicain gagne. À l'inverse, ça mouille J.D. Vance, parce qu'effectivement, il est dans ces négociations, donc il y a un risque d'échec, et je pense que c'est pour ça que Donald Trump a accepté ça, parce qu'il est totalement anormal qu'on choisisse son interlocuteur. Oui, et Gallagher. Non, la République islamique a mis une petite pièce sur l'avenir politique de J.D. Vance en se disant, si on fait signer ce type-là et qu'il arrive à la Maison-Blanche, il sera comptable
des négociations, de leurs résultats et de ce qu'il aura contresigné au nom de l'administration. Après, et Stéphane Goldin a raison, quand on élargit, parce que là, l'image, elle était assez courte, quand Donald Trump parle depuis Évian et qu'il fait, en fait, ce qui n'est pas une plaisanterie, mais qui, comme il en a l'habitude de le faire, en fait, il dévoile le fond de sa pensée, parce que Donald Trump ne cache rien. Vous avez un contraste qui est saisissant entre Howard Lutnick, qui est le patron du Trésor, qui est à sa droite et qui est hilar, qui explose de rire, et Marco Rubio, qui a le visage et la mâchoire serrés, qui ne dit rien et qui est totalement absent depuis des jours, alors que J.D. Vance est partout. Ce sont deux stratégies radicalement différentes, très politiques, des deux favoris et prétendants à la succession de Donald Trump. Marco Rubio qui dit mettre de la distance entre ce bourbier, ce désastre, ce cataclysme géopolitique pour les États-Unis et moi, et J.D. Vance qui n'a pas trop le choix parce que c'est son patron, Donald Trump, qui lui dit « Coco, tu as accepté d'être mon vice-président, c'est comme le mariage, c'est pour les bons et les mauvais moments. Et là, c'est toi qui vas assurer le service après-vente. » Je n'ai jamais vu J.D. Vance enchaîner autant de podcasts, d'émissions télé. Il est partout depuis 3 jours. Il est partout. Il est New York Times, Fox News, ABC, les podcasts de droite, de gauche, ultra-conservateurs, etc. Il est partout. Mais sachant qu'il n'en voulait pas, mais qu'il ne peut pas le dire. C'est ça le funambulisme politique qui est attendu de lui, c'est de faire semblant de trouver ça pas mal, alors qu'on sent bien que c'était vraiment pas sa tasse de thé, cette aventure, mais il reste quand même à ce stade, il est pas encore président. Il est vice-président, donc il doit remplir la feuille de service. On a un exemple d'un vice-président qui a été aussi médiatique que généralement c'est des personnalités qui peuvent devenir président d'après, mais le vice-président traditionnellement est quand même très effacé. Oui. Moi je ne vois pas qui dans l'histoire américaine, je suis pas un spécialiste, et a été aussi en première ligne que Vance depuis des années et des années. C'est quand même très très étonnant. Ce qui était très intéressant, c'était l'interview que J.D. Vance a donnée il y a quelques heures ou hier, parce qu'il en donne beaucoup, comme souligne Gallagher. Vous le voyez voulant aller à Zurich, mais à reculons, en se disant je ne sais pas, il y a encore j'ai besoin d'accords diplomatiques pour y aller. On sentait que le gars, il avait franchement pas envie de se retrouver dans l'avion pour l'amener à Zurich. Oui, et d'ailleurs là, il est dans l'avion, mais hier encore, il disait dans un podcast, oui, ça sera dans 2 jours, dans 3 jours, et il y va vraiment à reculons. Donald Trump, en réalité, finalement, les met tous les deux dans l'arène. Et c'est que le meilleur gagne. Il adore ça. Parce que de temps en temps, c'est pas la première fois qu'il le fait. C'est Rubio, de temps en temps, c'est J.D. Vance. Il l'a déjà fait sur ce sujet, Gallagher. Donc là, effectivement, je pense que ça l'amuse beaucoup, oui. Il est très possible qu'il réserve aussi Rubio maintenant sur la question de Cuba. Oui. Il le met en réserve sur. Enfin, le diplomate en chef, c'est quand même lui. Normalement, il a besoin d'une équipe de spécialistes. On négocie pas. C'est pas un truc de promoteur immobilier quand même. C'est un peu l'avenir de la planète. On va parler de nucléaire, on va parler de beaucoup de choses. On a quand même besoin de spécialistes et de professionnels. Or là, on s'aperçoit qu'il y a tout sauf des spécialistes et des professionnels. Il y a les amis de Donald Trump ou la famille de Donald Trump. Et donc ça, moi je suis quand même très inquiet. Voilà. Je suis pas américain, Gallagher, mais... J.D. Vance est actuellement dans l'avion. Il va atterrir dans quelques heures en Suisse, mais voici ce qu'il a déclaré juste avant de monter dans ce fameux avion sur le tarmac de l'aéroport. J'ai hâte de commencer les discussions techniques avec les Iraniens, les Pakistanais et les Qataris. Si j'ai bien compris, les Iraniens viennent d'arriver, les Qataris, les Pakistanais, et certains de nos négociateurs techniques sont déjà sur place. Donc voilà, nous aurons quelques jours de discussion pour essayer de bien démarrer les choses. Il y a beaucoup à discuter, mais nous allons tout aborder. J'espère que nous pourrons progresser sur la question du nucléaire et sur le cessez-le-feu au Liban. Ce sont les 2 points essentiels sur lesquels nous devons nous concentrer. Je suis certain que les Iraniens auront également des sujets à aborder. C'est dingue. Alors, sur le cessez-le-feu au Liban, on va en parler dans quelques minutes. Sur le nucléaire, vous vous souvenez, Sophia Amara, hier sur ce même plateau, on avait cité Donald Trump qui s'était permis de dire il faut prononcer ce U de mots anéanti en parlant du programme nucléaire iranien. Et nous avions le son on va pouvoir vous le partager avec vous, ce qu'avait dit J.D. Vance, peu après avoir sans doute entendu ce que disait son président, les instructions du 47e président des États-Unis. Voici ce que disait J.D. Vance à propos du programme nucléaire iranien.
Le programme nucléaire iranien est complètement anéanti. Leur capacité d'enrichissement de l'uranium, leurs installations pour enrichir l'uranium et développer une potentielle arme nucléaire sont détruites. Leurs forces militaires anéanties. Leur capacité de menacer leurs voisins anéantie. Et désormais, ils montrent l'envie de se conformer aux prochaines étapes de l'accord proposé par le président Trump. Bertrand Wilmer, là effectivement, ça vous paraît... Ça, c'est ce qu'on appelle des éléments de langage. Oui, c'est sûr, mais effectivement, il a quand même... On sent bien qu'il y a du côté des négociateurs américains au plus haut sommet, Donald Trump qui donne des instructions et qui veut absolument obtenir quelque chose. Voilà. C'est quand même un petit peu un traquenard pour Vance, je pense. Concernant le nucléaire, je suis toujours très étonné de lire et d'écouter ce que j'entends et ce que je vois sur les 400 et quelques kilos d'uranium. Oui, hautement enrichi. Mais pourquoi êtes-vous étonné ? Pourquoi est-ce que tout le monde croit que les Iraniens ont tout montré ? C'est une question extraordinaire, d'autant que l'AIEA en février 2023 a publié un rapport où, à l'issue de leur inspection, il y a 2 points importants. Ils ont trouvé un échantillon qui était enrichi à 83,7%. Premier point. Et deuxième point, il y a des installations qui ont été refusées de visite par les Iraniens. Donc d'un côté, ils ne montrent pas tout. Ce qu'ils montrent, c'est à 60%, mais ils montrent un petit peu à 83,7%, mais c'est pas grave. Et tout le monde se base sur cet uranium enrichi. Mais il y en a très probablement d'autres, plus enrichis et ailleurs. Oui. C'est l'AIEA qui l'a dit quand même, ça. Ouais. Les 440, à mon sens, ils sont consolidés et garantis par l'AIEA et par son président. Cela dit, l'AIEA... On a refusé l'accès à l'AIEA à certains sites. Oui. Et il y a des échantillons qui ont été prélevés par l'AIEA, qui ont été mesurés à 83,7%. C'est-à-dire totalement proche, effectivement, à propos de ce qu'a dit l'AIEA et du travail qu'a fait l'AIEA en Iran. L'AIEA a fait de l'excellent travail, mais ils disent toujours qu'en fait, ils savent très bien que les Iraniens ne montrent pas tout et qu'ils ont caché un certain nombre de sites. Et c'est à partir du moment où des services de renseignement étrangers les trouvent qu'ils admettent l'existence de ces sites. Donc, et ça, même pendant toute la négociation qui avait commencé en 2003, moi, je me souviens, Fordo, ça devait être en 2009 à New York. C'est les Français, les Anglais, les Américains qui l'ont révélé, mais ça avait été caché par les Iraniens. Donc, tout au long de la négociation, ils n'ont jamais joué franc jeu. Non, mais on comprend que ce soit possible, mais c'est la première fois que j'entends remettre en cause cette quantité. C'est pour ça que je pose la question. Véritablement. C'est quelque chose qui semble admis par les autorités internationales. C'est la première fois que j'entends qu'on le remet en cause. Alors que, évidemment, on peut penser qu'il puisse cacher quelques kilos, mais c'est la première fois que j'en entends parler. Mais les 440 kilos ont été une sorte de carotte pour le monde entier pour se focaliser sur les 440 kilos. Parce que ce que l'on ne dit pas non plus, c'est le nombre... la place de l'uranium qui est simplement enrichie à 20% et plus. Mais là, il y en a, on le sait ça. Énormément. Et c'est documenté, avec aussi une possibilité de continuer. Et rappelons quand même une chose, depuis le début, les Iraniens ont toujours dit... On dit qu'il y a 180 kilos à 20% et 600 kilos à 5. Les Iraniens ont toujours dit qu'ils continueraient à enrichir leur uranium. Ils ne sont jamais revenus sur l'idée de ne pas pouvoir continuer d'enrichir leur uranium. Et la semaine dernière encore, une délégation de l'AIEA n'a pas pu rentrer sur le territoire iranien. Donc on voit très bien qu'il y a un discours vis-à-vis de l'accord ou du protocole d'accord. Après, il va se passer des négociations et on sait très bien que les Iraniens continueront à cacher, à planquer pour justement devenir aussi, un peu comme la Corée du Nord, une sorte de puissance nucléaire pour justement être un acteur majeur dans la région. Mais derrière tout ça, on voit aussi beaucoup de choses qui se... Un peu comme Israël aussi. Oui, mais aussi comme Israël, pourquoi pas. Mais oui, non, mais disons-le. Mais rappelons quand même aussi une chose. Dans le fond, où les États-Unis se sont peut-être trompés dans leur stratégie, les États-Unis avaient l'idée qu'il y allait avoir un nouvel axe avec, dans le fond, un nouvel Iran, avec les pays du Golfe, avec Israël et avec les États-Unis. Or, on s'aperçoit qu'il y a de nouveaux pays
régionaux. Et je pense au Pakistan, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense à la Turquie, on en parle très peu. Des puissances régionales. Ce sont des puissances régionales qui aujourd'hui deviennent un axe très fort par rapport aux États-Unis, par rapport à Israël, de fait aussi, et par rapport à ce que voulait Donald Trump pour reconfigurer la région. Les points forts de l'actualité ce soir se passent dans le détroit d'Ormuz, sur l'eau et dans les airs. Sur l'eau, en réaction aux attaques d'Israël au Liban, l'Iran a annoncé cet après-midi fermer le détroit d'Ormuz. Ce sont les gardiens de la révolution qui ont lancé un appel radio officiel aux bateaux. Fermeture justifiée justement par la violation du premier paragraphe du protocole d'accord qui a été signé mercredi à Versailles. En réaction à cela, le CENTCOM américain a immédiatement déclaré l'inverse, c'est-à-dire que la circulation se déroulait très bien, que les forces américaines surveillent la situation et que même le 20 juin, 55 navires commerciaux sont passés. Ça, c'était sur l'eau. Mais dans les airs, la tension monte puisque ce soir, il y a quelques heures seulement, l'activité militaire s'est intensifiée dans le détroit d'Ormuz, puisque des avions, évidemment américains, ravitailleurs, des KC-135, se sont montrés, ainsi qu'un AWACS de surveillance. C'est un avion de contrôle aéroporté. On peut se dire, Bertrand Villemer, tout de même que, alors ce n'est peut-être pas lié à la réunion qui va débuter demain, mais c'est lié à la volonté américaine de continuer à projeter de la puissance dans ce détroit et d'imposer sa vision, c'est-à-dire c'est-à-dire la puissance américaine, et non pas la puissance de la République islamique d'Iran, domine le détroit sur mer et dans les airs. Oui, je crois qu'aussi ça peut être un signal qui veut dire « Ok, on a signé, mais on n'est pas parti ». On est encore là. On est encore là. C'est ça que ça peut vouloir dire. Parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. S'il recommence à frapper, ce sera peut-être un peu maladroit, mais il n'y a pas de raison que ça change les conséquences par rapport à ce qui s'est passé avant. Oui, Gallagher Fenwick, c'est tout de même... D'ailleurs, Donald Trump l'avait dit. On sent que Donald Trump voulait son accord. Il l'a eu, enfin son protocole d'accord, pour son anniversaire, c'était dimanche dernier, vous vous souvenez, le 14 juin. Mais il sait également qu'il n'a pas tout eu. C'est pour ça qu'il envoie au casse-pipe, j'allais dire, J.D. Vance, dont on a appris ce soir qu'il était finalement monté dans cet avion et qu'il allait arriver en Suisse demain. Mais pendant toute la semaine, Donald Trump a également insisté sur le fait que, militairement, il restait. Non, effectivement, en brandissant systématiquement le bâton, en disant, écoutez, si au terme des 60 jours, nous n'obtenons rien, et que l'Iran ne se comporte pas comme ce que nous attendons de la part de la République islamique, alors nous frapperons à nouveau et nous les bombarderons à nouveau. Je crois qu'il a dit, nous les taperons sur la tête, ou il a utilisé une expression idiomatique comme ça. Donc effectivement, il y a le maintien d'une présence militaire avec une activité qui sert à faire planer justement le spectre d'un retour aux hostilités en cas d'échec des négociations. Mais ça a été dit par le général Richoux, je pense que le caractère potentiellement dissuasif de la manœuvre est de plus en plus faible, bien tout simplement, et c'est ça qui place dans leur esprit la délégation israélienne en position de force, c'est qu'elle a survécu à cette épreuve. Elle a survécu à cette épreuve pendant 5 semaines, avec une intensité, et on ne va pas redécrire par le menu ce qui a été infligé à l'Iran par les aviations américaines et israéliennes. Ça a été quand même colossal en matière de puissance de feu. L'Iran a encaissé, et maintenant c'est une phase diplomatique qui s'ouvre. Maintenant, j'en termine par là, si vous regardez les 14 points protocole d'accord... Oui, on les a lus attentivement, étudiés. À mon sens, il y a au moins 12, si ce n'est 13 points qui sont très favorables à l'Iran. Il n'y a quasiment aucune concession de la part de la République islamique. Et donc Donald Trump se retrouve à nouveau dans une ornière. Elle était militaire, elle devient diplomatique, mais c'est une situation qui est toujours aussi compliquée pour lui à gérer. Alors l'information justement ce soir en droite conséquence de ce que vous venez de dire, c'est l'arrivée de cette délégation iranienne en Suisse pour négocier donc avec des représentants du plus haut niveau de la direction politique iranienne. Et on a vu d'ailleurs arriver aussi également, vous savez, Sophia Mara à Téhéran, il y a sur les grandes places des frères
presque murales qui apparaissent, qui disparaissent et qui font partie de la communication, de la propagande de la République islamique d'Iran. Voici la dernière en date. Aidez-nous à la comprendre. Donc c'est le glaive de l'imam Ali, vous allez nous expliquer en 2 mots, au milieu, et de part et d'autre, des missiles. C'est ça. Donc c'est les missiles qui sont le nouveau glaive. Oui, tout à fait. L'imam Ali ou l'imam Hussein. Et ça, c'est dans la rhétorique chiite. On le retrouve aussi au Liban avec le Hezbollah. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un parallélisme entre le religieux et le militaire. Et d'ailleurs, même une symbiose. Tout à fait. Et d'ailleurs, le mollah combattant, c'est une expression que certains utilisent. Cela existe depuis 1979, l'avènement de la République islamique d'Iran. Et au Liban, où évidemment ils ont leur bras armé qu'est le Hezbollah, vous avez également ça, Hassan Nasrallah, l'enturbané en noir, qui a été tué liquidé par Israël, était considéré aussi comme un combattant. Et c'est ça qui rend la chose difficile dans le cadre de négociations ou d'apaisement avec l'Iran, c'est qu'il y a une vision qui transcende la vie pour les chiites, que sont les Iraniens en majorité, mais aussi les bras armés de l'Iran et notamment le Hezbollah, c'est qu'on considère qu'on ne rendra jamais les armes qu'au dernier imam, l'imam qui est le 12e imam du chiisme duodécimain, qui est caché, c'est un imam caché, et bien, qui est censé réapparaître. Exactement. Et par conséquent, par exemple, dans le cadre des négociations, des tentatives de l'État libanais de désarmer le Hezbollah, et bien pour eux, c'est une trahison pour cette communauté chiite qui dit, et notamment la direction du Hezbollah, nous ne rendrons nos armes qu'au 12e imam. Alors là, on est mal barré, quoi. Le 12e imam, on risque d'attendre longtemps. Voilà. Est-ce que cet Iran, Galgar Fenouil, cet Iran dont la délégation arrive en Suisse, il faut le rappeler, est arrivée en Suisse et va demain se montrer face au Premier ministre du Qatar, face au Premier ministre du Pakistan, face aux négociateurs américains et donc face à J.D. Vance, qui n'est quand même ni plus ni moins que le vice-président américain. Est-ce que cet Iran qui arrive en force, elle incarne pas aujourd'hui, pour certains pays dans le monde, un courage et une résistance nécessaires, estiment certains, justement face à la coercition occidentale? Est-ce que il n'y a pas des pays qui pensent de cette façon-là? Ça, c'est vraiment très dans notre intéressant. monde. Vous utilisez le terme courage et résistance, oui, surtout revanche, en fait. D'où une forme d'identification. Et quand vous regardez les 3 acteurs et que vous essayez, et c'est un exercice qui est périlleux et qui n'est pas toujours très éclairant, de vous plonger dans la psychologie des grands acteurs de ce moment, en fait, Benjamin Netanyahou est conscient de son isolement. Mais il pense, et je parle sous le contrôle de Stéphane Goldin, comme une partie du peuple israélien, que de toute façon, ils sont condamnés à l'isolement, parce qu'ils sont ontologiquement détestés, quoi qu'ils fassent, et donc, autant y aller franco, ça ne changera rien. Donald Trump est convaincu d'être extrêmement populaire, parce que personne, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de son administration, n'ose lui dire qu'il est détesté. Et ça, c'est dangereux et déstabilisant pour les États-Unis et sa capacité à gérer ce genre de crise. Quant à la République islamique d'Iran, qui a tiré une partie de sa puissance et de son influence, de son isolement stratégique, dont il est, et on le voit à l'image, en train de sortir, eh bien désormais, il a le sentiment d'être populaire. Et populaire, effectivement, dans une partie du monde. Alors, dans une partie du monde, j'ai quelques exemples à vous soumettre. En mars, le Parlement malaisien, donc en Malaisie, a observé 1 minute de silence après la mort de Khamenei. Plus des dirigeants et de fillettes à l'école de Minab, vous vous souvenez. Donc, le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, avait adressé ses condoléances à la République islamique d'Iran. Au Pakistan, je rappelle que le Premier ministre du Pakistan est actuellement en Suisse et qu'il va participer à ces négociations. Eh bien, au Pakistan, on a pu lire que, dans des grands médias pakistanais, que les États du Sud global doivent se tenir aux côtés de l'Iran et condamner la guerre, car, je cite, ils pourraient bien être les suivants.
Il y a eu en mars des manifestations, Sylvie Berman, pro-iraniennes dans le pays. Il y a eu plus de 20 morts d'ailleurs pendant ces manifestations. C'était au Pakistan. Qui vient négocier aujourd'hui. Le Pakistan est un des pays dans lesquels il y a eu le plus de manifestations hostiles à Israël ou pro-palestiniennes dans le passé. Et moi, je trouve que c'est plutôt modéré aujourd'hui, par rapport à ce que ça a été dans le passé. Et précisément parce qu'aujourd'hui, le Pakistan, qui est quand même voisin de l'Iran, souhaite une solution. Quant à la Malaisie, c'était un des pays les plus antisémites également. On se souvient de Mahathir, le Premier ministre, faisant des grandes déclarations aux Nations Unies. Donc c'est pas étonnant dans ces pays-là. Mais je pense pas que l'Iran soit très populaire en Arabie Saoudite ou ils sont obligés, ou dans les Émirats, ils sont obligés aujourd'hui de faire bonne figure. Mais je pense qu'ils n'oublieront pas qu'ils ont été frappés par l'Iran. Donc là, ils ne peuvent rien faire. Et le Qatar, effectivement, va débloquer les fonds. Mais je ne pense pas que ce soit une amitié véritable. Mais maintenant, il y a tout le monde émergent aussi qui doit se féliciter de cette affaire-là, parce qu'une des conséquences, on l'a dit, c'est quand même que là, tout ce qui est dissuasion conventionnelle, puissance américaine, a pris un coup. Là, tout ce qui est dissuasion conventionnelle, sa capacité à influer sur les affaires du monde, ils ont montré qu'un pays déterminé, même s'il est désarmé militairement, est capable de mettre en échec la première puissance des États-Unis, qui est de loin, elle a vaincu militairement. C'est Stockton. D'ailleurs, Donald Trump parle toujours de la victoire militaire. Il se garde bien de dire autre chose. Mais je pense que ça doit ricaner dans pas mal de chancelleries du monde, en Afrique, ailleurs, en Chine notamment aussi, vraisemblablement, parce que c'est quand même un affaiblissement temporaire, sans doute, de la puissance américaine. Passons à ce qui s'est passé ce matin, de nouvelles frappes israéliennes sur le sud Liban qui ont fait plus de 30 morts, malgré l'annonce, vous le savez, d'un cessez-le-feu, on vous en a parlé hier sur cette antenne, entre Israël et le Hezbollah. C'est en réaction, je le répète, je le souligne, aux attaques d'Israël au Liban, justement ces attaques que nous vous évoquons à l'instant, que l'Iran a annoncé cet après-midi fermer ce fameux détroit d'Ormuz. Stéphane Goldin, c'est donc bien que les deux zones sont liées et c'est ça qui pose un énorme problème. Et c'est, je le rappelle, le premier paragraphe de ce fameux mémorandum. Ah oui, c'est déjà étonnant que ça soit le Liban qui soit dans le premier paragraphe de ce mémorandum, parce que normalement il n'aurait pas dû être en pole position, je dirais. Donc simplement, la référence, je la relis, la référence au Liban, elle est donc dans ce premier paragraphe, donc c'est le rejet américain des préoccupations d'Israël, complètement. Oui, exactement. Et dans le fond, Israël aurait dû avoir une lumière rouge qui aurait dû s'allumer déjà il y a un certain temps, au moment des premières négociations sous l'égide pakistanaise. Parce que le Pakistan ne reconnaissant pas Israël, et Israël ne faisant pas partie... Et on vient de dire ce qui se passe au Pakistan. Et Israël ne faisant pas partie non plus de la négociation. Il faut rappeler aussi que Israël n'a pas du tout été associé dans la moindre, à minima, je dirais, dans le protocole qui a été signé. Donc Israël se retrouve seul avec, d'un côté, un Hezbollah qui frappe, qui continue à tirer sur le territoire israélien, et Israël, donc, qui riposte à ces frappes, ce qui est normalement la logique même d'une confrontation entre deux entités. La question que je voudrais poser ici, pourquoi on place la question du Liban en pole position, je dirais, dans cet accord, mais concrètement, il n'y a rien d'écrit sur comment arriver justement à un véritable cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, parce que dans le fond, dans ce protocole d'accord, si on avait mis et on avait écrit les moyens qui auraient pu avoir été mis en place pour le Liban, comme pour Israël d'ailleurs, sur la question de ce cessez-le-feu, peut-être que les choses auraient pu, je dirais, auraient pu être vues d'un nouvel œil. Or, pour le moment, rien n'est dit, rien n'est écrit, tout le monde, dans le fond, c'est un peu des merdinjiches, débrouillez-vous. Et dans le fond, on se retrouve face à une entité du Hezbollah qui ne veut surtout pas, justement, qu'il y ait justement cette notion de paix au Liban, qui continue à frapper l'État israélien. Israël riposte légitimement, mais concrètement, on est aujourd'hui au sixième cessez-le-feu maintenant, puisque hier c'était le 5e, donc aujourd'hui c'est le 6e. Et donc Israël continuera de riposter aux frappes du Hezbollah sur son territoire et sera
malheureusement, tir contre tir, avec un maintien d'une présence on le israélienne sait, au dans sud le Liban. Liban. Donc c'est pas prêt de se terminer. Bon, en tout cas, Israël, justement, un responsable de l'armée, c'est officiel ce soir, a dit à l'AFP avoir reçu l'ordre, je cite, de l'échelon politique, puisque c'est l'échelon politique qui compte, de cesser le feu au Liban. Mais c'était le même ordre qu'ils ont reçu hier. Visiblement, l'ordre ne passe pas. L'ordre politique a été reçu hier, sauf que l'ordre politique stipule clairement que si Israël était attaqué, Israël ripostera. Donc pour vous, Stéphane Goldin, le Hezbollah qui a tiré cette nuit a violé le cessez-le-feu, et donc les tirs de ce matin en retour sont une riposte à la violation et de ce cessez-le-feu. Ont donc le droit d'exister. Exactement. C'est une riposte à la cessation. On a eu 5 soldats qui sont morts ces dernières 24 heures. Oui. Et donc Israël est en droit de riposter pour préserver sa propre population. Donc effectivement, la paix de Trump vole en éclats, c'est le cas de le dire. Pas sorti de l'auberge. Oui, Sophia Amara et puis Gallagher. Oui, moi je pense, je lis les choses un peu différemment de vous, Stéphane. Je vais vous dire pourquoi. En réalité, vous dites le Liban et Israël donc s'affrontent et ne devrait pas apparaître sur cet accord. C'est Israël et le Hezbollah. Oui, j'entends par là Israël et le Hezbollah, et le fait de les faire figurer, d'ailleurs au tout début de cet accord, en premier point de cet accord, ça rend l'accord très difficile à atteindre finalement de ce processus. Ça facilite pas les choses. Mais c'est pas seulement ça. Mais Trump, pardonnez-moi juste, il s'est fait rouler dans la farine mais d'une façon magistrale, parce qu'il a mis comme condition de réussite d'un accord qui n'en est pas un, qui est un protocole d'accord pour conclure une guerre qu'il a lui-même lancée et qu'il a perdue, de deux ennemis ou deux adversaires en tout cas, le premier paragraphe, qui s'entretuent depuis très longtemps. J'ajouterai à ça, et c'est là où je suis un peu moins d'accord avec vous, c'est que vous dites le Hezbollah il tape Israël, mais c'est pas le Hezbollah qui tape Israël, c'est l'Iran. Au Liban, c'est l'Iran. Aujourd'hui, et franchement, il faut vraiment comprendre ça. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que l'Iran, via le Hezbollah, continue à taper? Parce qu'il garde la pression malgré le fait qu'il a réussi, mais il s'en sert comme proxy. Donc ils sont à ce point-là forts. Et Trump est à ce point-là. Je suis assez d'accord avec Sophia en disant que c'est sous ordre de l'Iran que le Hezbollah continue de tirer. Mais le problème, c'est qu'Israël ne peut pas se permettre d'avoir sa population en danger. Mais encore, j'aurais dit une chose. C'est vrai que Trump a été complètement roulé dans la farine dans cette affaire pour mettre le Liban en première position et du coup de se retrouver responsable de ce qui se passe entre le Hezbollah et Israël. Et ce que je dis et ce que j'ai dit au tout début de mon propos, je trouve regrettable qu'on ait mis ce point du Liban en première position sur ces 14. Enfin, ni vous ni moi ne sommes en position de rédiger. Non, mais que rien n'est dit sur les moyens, justement, pour arriver à ce cessez-le-feu. C'est un MOU, c'est pas le cadre de la négociation, c'est le cadre légal dans lequel. Oui, mais c'est quand même étonnant, général Michaud, que ça a été dans le premier article. J'ai bien signalé qu'il n'était pas normal qu'Israël soit pas dans. Gallagher. Non, j'allais dire justement, c'est intéressant comme remarque parce que quand on le lit, ce protocole d'accord, ce MOU. Le sentiment, c'est que c'est le corps des gardiens de la révolution islamique qui les ont rédigés, les 14 points. Et la chose qui est choquante, c'est que ce premier paragraphe, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est du point de vue des États-Unis. C'est une première, et c'est une sacrée jurisprudence. Il entérine la mainmise de l'Iran sur le Liban. Il officialise, si vous voulez, la corrélation du pouvoir du régime de la République islamique d'Iran et le Hezbollah. Maintenant, tout l'enjeu, c'est pour chacun de calmer son proxy. C'est-à-dire que l'accord dit les Américains calment les Israéliens, les Iraniens calment le Hezbollah. Le souci mais c'est ce que chacun est en train d'essayer de faire. Essayer de faire étant le mot-clé. Maintenant, et la citation que vous avez donnée tout à l'heure, l'état-major israélien qui dit « nous avons reçu la décision de l'échelon politique ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Benyamin Netanyahou claque des doigts et il n'y a plus une seule balle israélienne qui claque dans le sud du Liban. Donc là, je viens de regarder, il y a eu un nouveau bombardement israélien. Et donc, on sent que Benyamin Netanyahou, les morts libanais, c'est la dernière chose à ce stade qui se dresse comme obstacle entre lui et la prison.
Donc il a besoin, pas que pour des raisons politiques, et on sait qu'il y a une échéance électorale, mais aussi ne serait-ce que pour, j'allais dire, sa liberté personnelle. Israël est un pays qui met en prison d'anciens responsables politiques, Ehud Olmert, Moshe Katsav et d'autres. Donc, il a un besoin fondamental, j'allais dire, de la poursuite de ces opérations pour plein de raisons. Et Donald Trump, lui, pour d'autres raisons, a besoin fondamental que cela cesse. Ça n'a pas échappé au régime iranien, qui, je le redis, va continuer de s'en servir pour faire exploser la relation israélo-américaine, avec les déclarations qu'on peut se repasser des dernières 48-72 heures, qui sont les plus virulentes de responsables états-uniens à l'endroit de l'État hébreu qu'on ait jamais entendu de la part d'une Maison-Blanche, quelle qu'elle soit, à travers les époques. Donald Trump est-il en quête d'une nouvelle action triomphante à la Maduro, donc ce qu'il avait fait au Venezuela au mois de janvier, mais cette fois-ci sur l'île de Cuba? Alors, il ne l'a pas exclu. Il était au micro de Marc Caputo, qui est le podcast d'Axios. Voici ce qu'il a dit. Faire à Cuba, comme on a fait au Venezuela. Oui, c'est possible. Nous allons en parler avec vous, Pascal Drot. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes expert en géopolitique, chercheur associé auprès de l'Institut Choiseul et président de l'association France-Amérique latine. Alors, aidez-nous à comprendre. C'est-à-dire que Donald Trump n'a pas abandonné cette idée, même s'il a expliqué au micro que ça serait pas facile, parce que justement ça n'est pas la même chose qu'avec le Venezuela, mais il reste sur cette idée. Cette île, à 150 km à peine des côtes de Floride, qu'est-ce qu'il veut en faire? Il veut implanter de nouveau l'influence des États-Unis dans la région des Caraïbes. Cuba, c'est une l'étranger plateforme. proche, moi j'entends ça comme si c'était Vladimir Poutine. Quand j'habitais en Russie, c'était ça, l'étranger proche, notamment de l'Ukraine, qui évidemment a voulu se tirer de cette situation et s'en est tiré. Mais voilà comment Vladimir Poutine considérait les régions, les États autour de lui. C'est la même chose. C'est la même chose. Cuba est considéré par l'actuelle administration américaine comme un pays refuge des adversaires des États-Unis. Et donc, on est tellement proche, vous l'avez rappelé, des côtes américaines, que, en effet, il est important de reprendre le contrôle sur un régime, de faciliter, on va dire, on n'est pas dans le régime change, on va accompagner une évolution du régime actuel cubain. Et on le voit bien depuis 24 heures, d'ailleurs, des réformes économiques sont annoncées par le président et le système, le gouvernement cubain. Je crois que c'est cosmétique. Alors, parlons. Vous aussi, vous dites que c'est cosmétique, parce que j'allais dire, c'est les Américains qui disent que c'est cosmétique. Alors, je rappelle les faits, puisque c'est jeudi le gouvernement cubain qui a annoncé des réformes économiques qui rapprochent l'île d'une économie de marché. Oui. Tout de même. 176 mesures au total. Mais hier, les États-Unis ont complètement minimisé leur portée. Elles ont dit ce que vous dites. Voici ce qu'a dit le porte-parole du département d'État américain. Ces réformes, entre guillemets, ne constituent qu'un écran de fumée superficiel lancé par le régime cubain. Oui, non mais tout à fait. Mais il est important de comprendre que pour Cuba, il y a deux fronts. Il y a tout d'abord le front interne. L'économie cubaine, elle souffre d'une organisation depuis le début des années 60, qui est celle de l'hyper-planification, l'hyper-centralisation. Oui, ça c'est tout le régime communiste. Exactement. Exactement. Donc c'est depuis 70 ans à Cuba. Oui, bien sûr, depuis la révolution. D'ailleurs, Raúl Castro, qui aujourd'hui est le garant de la ligne castriste, a rappelé aujourd'hui que les réformes annoncées, je vous rappelle qu'il y a 10 ans, ces réformes-là étaient déjà annoncées avant l'arrivée de Barack Obama et la visite de Barack Obama à la Havane. Ça n'avait rien changé. Mais aujourd'hui, Raúl Castro a dit que la révolution avait besoin de ces réformes. Et évidemment, c'est le régime qui produit lui-même un système qui tente à poursuivre des négociations avec les États-Unis. Sur le fond, avec les États-Unis, on revient toujours de monde entier veut négocier avec les États-Unis. Écoutons un instant le président cubain Miguel Díaz-Canel qui évoque, lui avec grande satisfaction bien évidemment, ces réformes.
Cuba change pour rester libre. L'histoire nous a appris à résister. Notre époque nous impose de nous transformer. Et nous allons nous transformer avec le peuple, par le peuple et pour le peuple. Comme nous l'a enseigné Fidel Castro, comme nous l'a montré Raúl Castro. Gallagher Fenwick, là évidemment on a un son de cloche et puis l'autre, mais ce qui est intéressant aussi c'est que les Cubains qui seraient plutôt, je repense un instant à la République islamique d'Iran, pas plutôt proche de la population iranienne, mais en tout cas ils ont très peur d'une chose, c'est que Donald Trump ne soit pas assez victorieux en Iran pour que justement il soit extrêmement tenté d'obtenir une victoire qu'il considère beaucoup plus facile à Cuba. Oui, ce qui prouve qu'il est capable d'avoir des idées encore plus stupides que celles qu'il a eues jusqu'ici. Si vous voulez, ces images et cette histoire me remplissent de tristesse. Je trouve que je suis allé à Cuba à plusieurs reprises et notamment lors de l'allègement de l'embargo pendant la période Barack Obama. Cette petite île, malgré sa proximité avec les États-Unis, ne pose strictement aucun danger aux États-Unis. Et la métaphore qui me vient à l'esprit, c'est le bully, le grand gamin dans la cour de l'école qui a essayé de se faire un gamin à taille moyenne, qui n'a même pas réussi et maintenant qui cherche un nain pour essayer de soulager ses nerfs. Mais je pense qu'il est capable, y compris, et les États-Unis en savent quelque chose, il y a une longue histoire entre les États-Unis et Cuba, de se casser les dents à nouveau sur cette petite île. Quant à ce personnage, Miguel Díaz-Canel, il ne représente strictement rien du point de vue du pouvoir exécutif. D'ailleurs, le dernier Castro, donc pas Fidel, mais son frère, est un nonagénaire. Donc, je ne sais pas ce que les Américains comptent faire s'il s'agit d'aller kidnapper de manière illégale, un crime de plus, quelqu'un qui a 92 ans, pour essayer de dire, regardez, on a changé de... C'est pas de ça dont Cuba a besoin. Et franchement, les délestages, les gens ont faim en ce moment, ils souffrent, les Américains ont durci, ils refont la technique de la pression maximale comme ils ont essayé de faire sur l'Iran, et c'est la population de cette magnifique île qui en paye le prix. Et voilà, je ne trouve pas d'autre mot que celui qui n'est pas très éléganté. Elle paye le prix de son régime. Oui, quand même. Lieberman, l'île paye le prix de son régime. Oui, du régime qui est instauré depuis des décennies, et qui est un régime hyper... non, on ne peut pas laisser dire ça, évidemment. Non, on ne peut pas laisser dire ça. Qu'est-ce que vous ne voulez pas laisser dire, Pascal Drouot? Le point de vue de Gallagher ne correspond pas, en effet, à la situation politique, mais j'en fais aussi une. Non, mais vous faites toutes les deux des analyses. Voilà. Alors, pardon, quelle est la vôtre, Pascal Drouot? Cuba a évidemment représenté un danger immédiat pour les États-Unis, qu'on le veuille ou pas. Quel danger? Non, là, effectivement, j'aimerais répondre à cette question, parce que c'est la question centrale, puisque c'est l'argument principal de Donald Trump. Il dit que Cuba représente un danger existentiel. En quoi et quel est ce danger? D'abord, il est éminemment... oui, ça fait 30 ans à peu près que je vais à Cuba et que je travaille beaucoup avec le régime. Donc, je crois connaître un petit peu. Cuba, c'est... vraiment je dirais une projection politique. C'est idéologique. Cuba est arrivé avec, dans les années 60, Fidel Castro en 59, est arrivé avec une projection du monde, avec une alliance avec l'URSS qui a évidemment représenté un danger immédiat pour les États-Unis. Je vous renvoie notamment, Gallagher, s'il vous plaît, merci. Je vous renvoie notamment à la crise des missiles d'octobre 62. Ouais. Tout ça, c'est une plateforme. C'est une plateforme. Je donnerai la parole à Gallagher et à Bertrand Vulmer. Parce que là, vous venez de parler tout d'un coup. Là, il est minuit moins 5. Simplement. Cuba éveille les esprits. Bien sûr, c'est une plateforme. Mais bien sûr, on voit bien que c'est éminemment politique et idéologique. Les esprits, en effet, s'échauffent. Et c'est très bien. C'est très bien. Exactement. Donc, c'est la plateforme qui a permis, en effet, à ce régime de se projeter. Ce n'est pas une petite île. Cuba, au niveau international, ça représente quelque chose d'extrêmement important. Ça représente une approche alternative, notamment sur le continent américain, mais pas seulement. Vous parliez de l'Iran. Tous les présidents iraniens se sont rendus
à Cuba depuis Ahmadinejad. La parole à Gallagher pour vous répondre, et puis Bertrand Villemer. Très rapidement, le logiciel, il faut le mettre à jour. C'est quoi l'idée? C'est que Cuba, c'est une menace existentielle. Alors, j'ai pas entendu de menace existentielle dans ce qui a été décrit. Il n'y a pas de sous-marin, il n'y a pas d'aviation, il n'y a pas de missiles, il n'y a pas d'armée. Ils ont 300 drones. Ils ont 300 drones. C'est quoi le danger existentiel? C'est le castrisme. Ça veut dire que si on les laisse faire, alors pas cette année peut-être, mais l'année prochaine, les États-Unis vont devenir castristes ou communistes ou staliniens. Il faut être sérieux. Non, alors on ne parle pas des États-Unis, on parle de l'hémisphère occidental. Et dans l'hémisphère occidental... Bertrand Villemer, vous vouliez la parole depuis un certain temps. Je vais mettre tout le monde d'accord. Lourdes. Oui. Lourdes, c'est le nom d'un centre de renseignement russe à Cuba. Oui, alors il y a un centre de renseignement chinois aussi. A pris la place. Il y a les Chinois aussi. Oui, et qui est aussi utilisé par les Chinois. Et que si vous vous promenez à Cuba, je pense que vous y avez été, moi aussi il n'y a pas très longtemps, vous voyez des gens qui sont bleus aux yeux bleus et qui parlent un peu russe quand même. Donc il y a des militaires russes actuellement à Cuba qui font Je ne suis pas sûr que vous mettiez tout le monde d'accord en disant ça. J'en ai pas vu beaucoup. Qui font exclusivement... Non, moi j'en ai pas vu. Qui font exclusivement du renseignement électronique. Oui. Ça, c'est important. Donc, envahir une île. Oui, parce qu'effectivement. Il ne s'agit pas d'envahir. Il s'agit d'accompagner le changement d'un régime. Moi, c'est ce que je vois. Non, mais c'est ce que j'analyse. Je ne suis pas américain, je suis français. Les Cubains. Donc, j'essaie simplement de comprendre. C'est vrai que Cuba représente une vision du monde. Cuba, en Amérique latine, je l'ai vu notamment quand je vivais au Salvador dans les années 80, c'est évidemment à compter avec des alliés qui étaient des adversaires des États-Unis. Je pense au régime d'Ortega dans les années 80, depuis il a bien dealé à Washington, notamment sur le trafic de drogue. Je pense au Venezuela, bien évidemment, parce que le régime d'Hugo Chavez, le régime de Nicolás Maduro, c'était un régime qui était la conséquence d'une projection cubaine. Cuba est à l'origine, avec notamment le Venezuela et la Bolivie de Evo Morales, de l'ALBA. L'ALBA, c'était une construction en Amérique latine de pays qui avaient une projection alternative aux États-Unis. Oui, enfin tout ça est vrai, en tout cas historiquement, mais je pense que pour Donald Trump, c'est l'idée de prendre une revanche justement sur l'échec de la baie des cochons. C'est aussi avoir un succès là où tous ses prédécesseurs ont échoué, parce qu'ils ont voulu sanctionner Cuba et pensant que c'est ça qui apporterait la solution, et lui veut en trouver une. Bon, ça réparerait effectivement l'échec ou semi-échec iranien, il faudra voir à la fin, mais en réalité, moi je pensais, de toute façon, il serait intervenu à Cuba. Il l'aurait probablement fait avant l'Iran. Mais de toute façon, il était déterminé à le faire. Et c'est sa logique qu'on a appelée Don Rowe, avec son nom, Donald Trump. Sophia Marin. Oui. Écoutez, moi, je vais vous répéter la question, parce que comme mon confrère Gallagher. Ma question. Oui, ma question. J'ai passé un bon moment à Cuba lors de la visite, de la préparation. Moi aussi, j'étais à Cuba. De la visite d'Obama, cette réouverture. J'ai passé beaucoup de temps avec les populations, avec les maires dont les enfants avaient été enfermés dans les prisons lors des manifs. J'ai vu des activistes dont il y avait des caméras du régime qui plongeaient dans leur salon, ils sont surveillés nuit et jour. Effectivement, c'est un régime qui n'est pas vraiment tendre avec sa population. Il n'en demeure pas moins que je vous repose ma question. Au-delà de l'envie de réparer l'échec, comme disait Madame l'ambassadeur, l'échec en Iran qui est flagrant, en quoi Cuba aujourd'hui représente une menace.